Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui on a 2 membres d'un groupe légendaire. On a Moclès et Coma qui nous viennent de la Scred Connection. Comment allez-vous les gars? Salut Driver. Super. Ça va Driver? Ça va très bien, content de vous recevoir tous les deux. On va parler de votre parcours, on va parler de tout ce que vous avez fait et ici on aime un maximum d'anecdotes, donc on aime savoir aussi ce que les gens ne savent pas. Voilà, faut tout donner aujourd'hui. Donc on va commencer par le commencement et ici le commencement c'est votre rencontre avec le hip-hop. Alors de ce que je pense savoir, c'est pas en même temps tous les deux. Donc comment serait bien que tu commences et ensuite Moclès tu nous diras aussi. Les vieux, t'as eu? Il a tout de suite vu, c'était qui le vieux? Je suis la chronologie. Pourtant, il y a plus de poils blancs chez moi. Ah, des fois, ça va plus vite chez les autres. Non, disons, on est dans un quartier qui s'appelle la Goutte d'Or. Ouais. Paris 18e. Voilà, on est dans Barbès. des quartiers qui, on aime le sport, le foot, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, quand t'es petit, t'évolues un peu en bas de chez toi, tu vois. Mm-hmm. Et c'est aussi les années où t'as la télé, t'as Sydney, t'as Chippé, t'as Chopé. Moi, c'est pas là où j'ai accroché tout de suite en fait, la danse, le truc. Je suis un peu passé à travers, tu vois. Ok. Tu vois. Donc c'est à quel moment toi que ça arrive? Les années passent, 88, 89, je suis en 4e, 5e au collège. Mm-hmm. Et là j'ai un pote qui vient d'Italie. Un immigré italien, sicilien, qui commence à traîner avec moi un peu dans la rue. Mm-hmm. Et un jour, il me sort un bouquin, ça s'appelle Le Spray Canard. Okay. C'est un bouquin de graffiti. Il y a eu le Subway Art, il y a eu le Spray Canard. Et il me sort une bombe et on commence à tailler. Tu vois, c'est un pote, Alexandro, qui est devenu DJ Scrozy, qui ensuite est parti habiter à Sarcelles. C'est mon gars sûr. Ah, exactement, c'est pour ça que je voulais te parler de lui. Ok, bien vu, ok. Ah, je savais pas que c'était... il est à l'origine de... Donc on avait 14 ans. On avait 14 ans et on commence à taguer ensemble dans la rue, dans les métros. On commence à se faire d'autres copains et on commence à aller voler des bombes, à aller voler des marqueurs. Et avec Scrozy, avec son grand, on avait un signal, tu vois. On avait un petit signal et... Au début, c'était café. Fais gaffe. Mais au bout d'un moment, c'est cramé. Donc, et lui, il mettait des i dans tout. Un jour, il me fait Scledi. Ouais, il disait beaucoup ça aussi, même quand il est venu chez nous. Et un jour, dans le métro, il me faisait Scledi. Et ce truc-là, donc j'ai 14 ans, il me reste dans le coin de la tête, ce Scledi, tu vois. Mais je l'oublie. Ok. Le temps passe. Moi, j'aime le rap parce que, grâce à lui, on a fait du graffiti, du truc. Il me dit, dimanche, écoute Radio Nova. Il y a des trucs et tout. Donc, je commence le dimanche avec mon poste sous le lit, je mets mon son et j'entends saxo, Rico, les nomades, Kofi B, tous ces mecs-là que tu vois, et je commence à suivre ça toute l'année, tu vois. Ok. Et je commence moi aussi à écrire, tu vois. Ok. Je commence à écrire. Et là, tu vois, on va au collège et je me dis, et j'apprenais les textes des mecs, moi, par cœur. Que j'avais écouté le dimanche. On l'a tous fait. Tu vois. Là, je sais pas, il y a un cercle qui se fait avec mes copains. Et je dis, je vais vous faire un rap. Et là, je sors un rap comme ça. Et là, il y a une fille, là, Afsa, une copine, tu vois. Elle fait, mais j'ai entendu ça, c'est Assassin. On l'a tous vécu. Elle m'a cramé devant tout le monde. Voilà. Et le lendemain, j'ai pris un stylo, j'ai commencé à écrire mes textes. Voilà mon départ. J'ai la même histoire que toi. Mais moi, j'ai besoin vite fait de reparler de graffiti. Tu taguais déjà Coma? J'ai tagué un truc, c'est Swern. J'ai essayé un truc, j'ai vu que c'était pris. Après, quand tu te renseignes, tu vas voir dans les bouquins de graphes, les trucs, tu vois quel nom est pris, pas pris. Je vois que c'était pris. Donc là, je change de nom et je pars sur Coma, on tag. Et comment c'était venu?
Tu te rappelles? Ça m'est venu parce que je cherchais un truc court, pas trop de bombes à user. Aller vite, tu si à parles la un truc police. de Tiger, de voyelles, de consonnes, de machin. Ok. Bon, puis j'ai eu une petite aventure où je me suis pris une bonne électrocution un jour aussi, dans les rails. Et je me suis pris un KO. Hein. T'as vu, j'ai fait un vol plané de 10 mètres. Ah ouais. Donc, pendant 10-20 secondes, j'étais dans le noir total. J'ai failli me faire couper la jambe ce jour-là. Merde. Et aussi, de là, ça a aussi orienté le nom, tu vois. Ok. Ouais. Être dans le J'ai coma. continué à taguer, mais cette fois sous le nom Coma, et j'étais de plus en plus actif. Ouais. Dans notre quartier, on avait des gens comme Boxer qui étaient des CTK, qui faisaient des ateliers, donc je fréquentais ces ateliers, j'allais danser, tu vois. Donc on commençait à connaître les gens vraiment du hip-hop, parce que nous, les gens de quartier, on connaissait pas les gens du hip-hop, tu vois. C'est deux choses différentes, surtout à cette époque-là. Tu vois, de connaître les gens d'un mouvement. Ouais. Et nous, des petits d'un quartier, qu'on aime bien ça. Alors j'allais à Stalingrad, je sautais le mur à Excrosion, sautais le mur pour aller dans le terrain vague. Ouais. On cherchait des fonds de bombes vides. Ouais, Tu vois, pour faire 2-3 trucs. Et de là, tu vas rencontrer. Je me rappelle, il y a un mec qui faisait ça comme nous. Quand on allait dans les chantiers chercher des fonds de bombes, parce qu'on n'avait pas d'argent pour les bombes. Il s'appelait Zaïko. C'est le mec qui a créé la brigade plus tard. Mais non. Voilà. C'est comme ça que je le rencontre. Ok. On avait 15-16 ans, tu vois. Ok. Voilà. Incroyable. C'est comme nous en train de chercher les fonds de bombes, les terrains vagues. Très bien. Donc t'es arrivé par le graffiti en vrai. Ouais, vraiment le graffiti. Ouais. Mais après Dan Ticarette, à sa boutique. Ouais. C'est aussi pour ça aujourd'hui. Tu sais, après je te referai le lien plus tard. Bien sûr. Mais Dan, c'est un mec qui a ouvert une boutique. On n'avait pas une thune. On rentrait dans son magasin. On regardait tout. Il nous virait pas. On revenait le lendemain. On n'achetait rien, mais il nous laissait rentrer, discuter. Tu vois, les starters New York. J'ai dû acheter quoi? Ma plaque name. 2-3 trucs. Tu vois, voilà. On l'a reçu ici, il nous expliquait ça, qu'il passait des journées à discuter avec des jeunes qui achetaient rien, mais c'était cool. C'était des amoureux de cette culture. Donc voilà. C'est ceux qui nous ont empêchés au final de prendre une mauvaise route, tu vois, de nous mettre cette passion. On aurait pu devenir n'importe quoi, faire n'importe quoi. Ils nous ont remis dans un chemin, en fait. Moclès. Yes. Toi, ta rencontre avec le hip-hop, comment ça se passe? Ma rencontre avec le hip-hop, elle se fait, le dimanche, Sydney, tout ça, tu vois. Je vois ça, je découvre le hip-hop. Mais la première fois que je l'écoute en français, du rap, c'est mon frangin en fait. Parce que mon frère, il était à l'internat. Ouais. Elle a fait une petite bêtise et tout. Ma mère, elle est dure, tu vois. Elle a fait une petite bêtise, elle a envoyé direct à l'internat. Et de là, mon frère est rentré le week-end et il avait des cassettes. Et tous les petits frères, ils volent les cassettes des grands frères. Normal. Tu vois. Ouais, normal. Et donc, dedans, je découvre quoi? Les émissions de Dynasty, EJM, Hakim aussi, Akma. Le Big Brother Hakim. Big Brother Hakim. Tu vois, paix à son âme. Lionel D. Voilà, tu vois, je découvve le rap. Comme ça rentre dans mes oreilles et tout. Mais sinon, moi, pendant cette période-là, je kiffais Michael, je kiffais Madonna. Mais j'étais jeune, tu vois. Normal, pop, ouvert et tout. Après, comment je rentre dans le rap et que j'écris et que ça devient ma passion? Au collège. Au collège, là, c'est plus années 92, tu vois. On est là, posé, équipe, équipe de classe, moi et ma team, tu vois. Et t'as la directrice, elle se pointe, elle se dit, le 21 mars, le jour du printemps, nous allons fêter l'Europe, tu vois. En 1992. C'était donc l'Europe des 12. La CEE, l'Europe des 12. Et là, on devait fêter, genre, dans l'école, une grande fête et tout, etc. Et elle avait dit, libre à vous de choisir un thème et de faire ce que vous voulez, une expo, des dessins, ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire, libre à vous de créer, de faire une création, de faire une journée, de faire de la musique, enfin ce que vous avez envie par rapport à l'Europe. Le thème, c'était ça. Le lendemain, t'as un gars de mon équipe qui vient et qui me dit, les gars, par rapport à ce qu'a dit la directrice, voici un texte, c'est un texte de rap, ça s'appelle l'Europe. Je dis, tu sais, il dit ça au milieu de 3-4 potes, tu vois. Moi, je suis là, je regarde. Tu sais, il m'avait pas désigné moi directement, tu vois. Moi, je regarde, je fais, moi, je suis dedans. Je dis, moi, je suis dedans. Tu vois. Mais pourquoi? Par rapport à toutes ces cassettes de rap que t'écoutais?
Non, je te jure, ils auraient fait de la zumba, j'aurais dit je suis dedans. Ah ouais, ok. Il fallait que je sois dedans. Et puis, enfin, tu pouvais pas m'esquiver. Voilà. Et j'étais plus grand que les autres. Ok. Voilà. Ok. J'étais inévitable dans ma classe. Ok. Élément perturbateur, tu vois, le relou un peu. Je vois. Et donc, ouais, il fallait que je sois dedans. Uh-huh. Et donc, mon pote Oswald. 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 Ouais. C'est mon gars aussi. Voilà, Oswald. Perle Ok. Noire, qui a Exactement. fait UGOP aujourd'hui. Exactement. Non, on le salue. Voilà, on le salue. Donc, Ok. Oswald qui vient, qui me ramène ce texte-là. Et donc, de là, on est 3-4 potes. Il y a Yaro, paix à son âme. Mhm. Il y a Roscar qui faisait partie de l'aventure, Driss et plein de mecs de la classe qui voulaient chanter. Donc Ok. on a pris le texte, on a dit bon, lui il chante ça, moi je chante ça, Ok. lui il chante ça, tu vois. Arrive le 21 mars, on fait le jour du concert. On n'était plus que 3-4, tu vois. Ok. Et je vais pas te mentir, tout le monde s'est dégonflé, tu vois. Ok. On est resté 3-4 motivés Uh-huh. à faire pour ce concert. Et d'ailleurs pour ce concert-là, parce que Coma il a parlé de boxeur et tout, et c'est cool qu'il me l'ait rappelé. Pendant la prépa de ce concert-là, tu vois, nous on faisait des petites répètes à l'école et tout, tu vois, pour faire cette chanson-là qui s'appelait l'Europe. Ouais. Tu vois. Et donc on s'est dit tiens, il nous faut une tenue de rap quoi. Parce que les Ok. rappeurs ils ont des tenues, tu vois. Ouais. Et donc on s'est dit on va faire des t-shirts. Ok. Tu vois, et dans notre quartier, il y avait une asso, la DCLJC, où il y avait une salle où il y avait tous les graffeurs qui étaient là, tu vois. Donc moi, Ok. je suis parti là-bas et j'ai dit ouais, au premier venu, c'était Gilles, donc boxeur, tu vois. Mhm. Je lui dis ouais, salut et tout, on est des petits du quartier Mhm. et on voudrait faire des t-shirts. Notre groupe, il s'appelle DMBG, tu Mhm. vois. En vrai, ça voulait dire Driss Moclès beau gosse. Ok. Mais après, on s'est dit ouais, ça va s'appeler démonstration musicale de Barbès la goutte d'or. Ok, Tu pas vois. mal, vous avez. Voilà, on a un verre, tu vois, bref. Et après ça, Gilles, il nous a fait des t-shirts, tu vois, donc Ouais, il nous a à fait 4 l'aérographe. t-shirts. Voilà, Ouais. au graphe. Ok. On Tu sais, avait l'aérographe. des t-shirts Ouais, ouais, blancs. je me comprends. Il nous avait fait des t-shirts Des blancs des panneaux. avec une lettre D dans le dos. Mhm. Et un autre, il avait le M, l'autre B Ah. et G. Et on avait, Ok. on était plus que 4. Et c'était et en même temps, quand j'étais là-bas, je lui ai dit, il y avait des panneaux. Tu sais, d'ailleurs, je les ai montrés en Ouais, photo. Tu m'as ouais. dit que c'était qui? C'est Dempy et Raiden qui avaient Voilà. fait Des Dempy, je me rappelle très bien de cette Voilà, guerre. et il y avait des Raiden, panneaux de c'est ces mort mecs. à Las Vegas Ouais. en combat de boxe Ouais, style, ouais, et je toute une histoire. Je me souviens, mais qui au départ, c'était dans les graffiti magazines artiste, hip-hop, ouais, je me voilà. rappelle très bien ça. Ben, tu vois, quand je suis parti pour prendre les t-shirts, je lui ai dit, ouais, ça te dérange pas que je te prenne les panneaux pour les emmener au collège, pour que ça fasse un décor et tout, pour le concert. Et il m'a dit, non, vas-y, prends-les et tout, comme alors. c'était pas loin. Donc, il m'a prêté aussi les panneaux, Gilles, et il m'a fait les t-shirts. Incroyable. Il m'avait jamais rien demandé, hein, bien évidemment. Il a Incroyable. fait ça. Ça, avec le cœur. Non, Et Non, mais donc, avant, les taggers, les rappeurs, les C'était DJ, ensemble. c'était lié, tout le monde faisait, Exactement. testait aussi tout, tu vois. Moi, Ouais. quand j'étais petit, t'as eu, j'ai aussi fait une semaine de danse, hein. Ok. J'ai vu que j'étais pas fait pour ça, j'ai arrêté, j'ai rendu ma carte. Mais, tu vois le délire, on essayait un peu tout. mais tu vois. ouais, tout était lié en tout cas. Ouais. Je me souviens. Et donc toi, à partir de ce concert-là que t'as fait dans ton école, À partir de ce concert-là, non, à partir de ce concert-là, ça commence pas en vrai. Parce Ok. que nous, on l'a fait juste pour l'école. voilà, Tu vois, la fête de la Ouais. CE. le refrain, c'était européenne, européen, la main dans la main, construisons l'Europe des jours prochains. Ben dis donc. Voilà. Putain, fallait la donner à Mélenchon. Je te jure. Non mais Incroyable. franchement, ouais, le thème bien futuriste et tout de ouf. Ok. Bref, et nous on fait cette chanson là. Moi, je finis cette journée fête et tout. Je suis un peu dans l'euphorie, tout ça, parce que ça s'est super bien passé. Les gens ont bien apprécié. Pour l'anecdote, on a rappé sur l'instru de Timide et sans complexe, putain de planète. C'était Ah ouais. notre phase B, Ok, tu vois. ok. Et donc c'était une réussite, les gens étaient contents, salle de musique, etc. Ouais. Moi, je quitte tout ça, je vais comme d'habitude à l'assaut. À l'assaut du quartier, tu vois, pour aller faire un baby, voir les potes, faire un ping-pong ou quoi, tu Ouais. vois. Et de là, je vois le directeur de l'assaut. Et il me dit, ouais, j'ai appris que t'avais un groupe de rap, là, que vous avez fait du rap dans ton collège et tout. Je lui dis, non. Je lui dis, tu sais, t'as C'est- honte à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. tu dis, T'es ouais, un je fais rappeur, du ouais, je suis rap. un Et les rappeur. gens, ils sont fiers aujourd'hui de À dire que je l'époque, fais c'était du pas rap. comme ça. Ah ouais, à l'époque, on avait honte. C'est vrai, Tu vois. on pouvait même se moquer de toi, en vrai. À Mais l'époque, on pouvait se on moquer. se moquait de Tu toi. vois, C'est pas, on pouvait, c'était Ouais. sûr, à 2000%, on allait se moquer de toi. c'est ça. Et donc, moi, je lui dis, non, je fais pas de rap. Il me fait, arrête et tout. On m'a dit, c'est bon, tu peux me dire et tout. Je dis, ouais, c'est bon, on a fait une chanson et tout. Après, il me dit, ben, tu sais quoi et tout. Je voulais te proposer un truc, mais vous, apparemment, vous voulez pas continuer. Je dis, ah, mais dis-moi, c'est quoi? Après, il me dit, donc, le 21 juin,
Faites la fête de la musique dans le quartier. Et donc, on a un quart d'heure pour le quartier. Est-ce que ça vous dirait et tout? Ah, je lui dis, mais de ouf. Je lui dis, nous, notre chanson, elle dure 5 minutes. Si tu veux, on l'a fait 3 fois. Ouais. Ça fait un quart d'heure, tu vois. Une chanson. Après, il m'a dit, non, il faut que vous fassiez des autres chansons, tu vois. Ah, je dis, ah ouais, tout. Bah, je dis, attends, déjà, faut que je vois et tout. Moi, je dis, ouais, t'as vu, j'ai 4 en français, 3 en orthographe, frère. Me demande pas des textes. Et donc, de là, je retourne au collège et tout, je vais voir les copains, je leur dis, ouais, les gars, il y a le mec de l'asso qui me propose un concert et tout pour la fête de la musique dans le quartier. Et là, t'as la moitié qui dit, non, moi, laisse tomber, je l'ai fait juste pour le collège, je vais pas m'afficher devant tout le quartier, tu vois. Ouais. Donc, au final, il restait plus que Yaro et Oswald et moi, tu vois. Ok. On n'était plus que 3. Au début, on était 9 environ. Ouais, c'est toujours comme ça. On commence, on est plein. Et donc voilà, de là, c'est là le vrai départ. On va dire que c'est là le vrai départ, parce que là, le DJ, le petit. C'est venu après avec Vin. Parce que Vin après, t'as eu qu'après qui a fait, comment il s'appelle, Oxmo, qui a fait aussi la brigade là. Putain, comment il s'appelle? C'est pareil, c'est son départ. Les bidons veulent le guidon, l'instru des bidons veulent le guidon. Voilà. Mais il était dans des MBG lui au départ. Ouais, en fait, c'est un pote de mon quartier qui me l'a présenté parce que voilà, il savait qu'on faisait du rap. Genre c'était 6 mois après qu'il me présente Vin, qui est devenu après notre beatmaker du groupe du quartier. Tu vois, Coma et moi, on a 4 ans d'écart environ. Et tu vois, moi j'ai commencé le rap, j'avais 13-14 ans. Ouais. Tu vois, et ça fait que 13-14 ans, tu traînes pas avec les mecs de 17 ans. C'est jamais. Par contre, tu vois, son frère, il est de ma génération. Voilà. Mais on est tous du même collège. Donc, quand moi je suis en 3e, lui il est peut-être en 5e. Son frère, il est dans une autre classe. On est de la même génération. Mourad aussi, il a un an de plus. Il est dans la classe de ma sœur, lui. Tu vois. Donc vous vous connaissez tous, mais vous traînez pas ensemble. On traîne pas ensemble parce qu'on n'a pas le même âge, tu comprends. Normal. Voilà. C'était important. 3 ans, 4 ans, c'était énorme à l'époque. T'es adolescent, c'était énorme. Quand t'as 12 ans, 15 ans, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et donc, de là, voilà, je tombe dans le Peura et tout, je commence à écrire des textes, tu vois. Parce que voilà, je me rends compte que dans le rap, les gars, ils écrivent leurs textes et tout. Et donc, je commence à écrire. Et de là, on fait plein de chansons avec mon groupe. Mais tu vois, on était beaucoup quartier. On était un groupe de quartier. Et on s'est beaucoup appuyé. Moi, tu sais, j'allais à l'assaut, etc. Donc, on a suivi un peu ce schéma associatif. Tu comprends? Ok, je vois très bien. Voilà, un peu assisté, on va dire, parce que l'associatif, tu vois. Vous faites des concerts que quand l'association... Non, tu sais, on faisait des concerts quand on attendait la fête de la jeunesse pour faire un concert comme toute la France. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est ça que je voulais dire. Et malgré que toi, c'est les mêmes années, on est du même quartier, mais c'est pas le même parcours parce que quand tu fais du rap avec un groupe de quartier, t'es dans un truc avec les assos. Moi, c'est au même moment, à suivre les taggers, les mecs, tu te retrouves dans un autre circuit. Justement, explique-nous la suite pour toi. Là. Tu te retrouves dans les années 92, c'est les années où je commence à vouloir arrêter de taguer. Ça fait déjà 4 ans, 5 ans que je tag, que ça devient chaud parce que le métro, il y a de plus en plus de keufs, il y a de plus en plus de bordel. Peut-être c'est arrivé quand Vigipirate 94, 80, un truc comme ça. Dans les dates, tu vois, ces années-là. Et on commence à tous ressortir du métro, les taggers. Et tu remarques il y a eu tout un switch. Roca, il est devenu qui taguait est devenu rappeur. Danny Dan qui taguait est devenu rappeur. Aketo qui taguait est devenu rappeur. Weno est devenu DJ. Spank est devenu SP1 est devenu Spank DJ. Tous les taggers, toute une génération est sortie du tag et s'est mis DJ. Ils sont mis dans le rap, dans la musique. Et là, je commence donc à tomber à le point de chute, hôpital éphémère. Et donc moi, je traîne pas trop avec les rappeurs de mon quartier. Je commence à rencontrer des nouveaux mecs. DJ Kid, qui est à la base pas avec moi du quartier justement. On se retrouve ensemble. Moi c'est Scrozy qui me présente DJ Kid. À la base, Kid c'est un Marocain qui débarque dans ma classe en 6e. Et de là, on l'a fait traîner avec nous et il s'est mis dedans et il a commencé à taguer. C'est nous, on lui a trouvé son nom de Kid justement. Derrière, il a acheté des platines et on se retrouve à l'hôpital éphémère parce qu'il habitait à côté. Il trouve un atelier là-dedans. Avec Scrozy, on se retrouve tous là-bas. On commence à rencontrer chimistes, tout ce qui allait devenir la Tefa aussi. Et donc on commence à rencontrer les autres gens du hip-hop, anciens taggers qui se sont mis beatmakers, DJ. Et le soir, je rentre au quartier.
Mhm. Et il y a des rappeurs du quartier. Mais eux, ils traînent pas avec les taggers, avec les... Ouais. Avec, tu vois, et moi, je commence à entendre parler des soirées, les après-midi, le chapelet, Ouais. le machin. Il y a des spots, l'orée du bois. Bien sûr. Tu vas, et puis tu rencontres d'autres mecs, d'autres gens, d'autres... c'est le mouvement. Il y a plein d'embrouilles ici. Voilà, mais c'est le Ces mouvement. endroits. Ouais, Parce que quand je sortais pas de Barbès, en fait, tu les rencontres pas, tous c'est ces clair, gens-là. c'est clair. Tous les, tu rencontrais que les mecs du quartier. Alors tu devais répéter dans l'assaut du quartier avec les platines des fois qu'ils te prêtaient quand ils en avaient acheté. Sinon il y en avait pas s'ils avaient pas de matos. Ouais. Fallait faire des dossiers, fallait faire ci, fallait faire ça. Et moi cette routine-là, j'étais pas trop dedans. C'était Tu pas vois. ton truc. Ok, Eux ils avaient un mec pour ça. Ouais. ok. Nous, c'était plus... Ça, en fait, ils nous mettaient à disposition les lieux, tout quand on voulait faire des répètes, etc. Franchement, ouais, c'était cool, quoi. Des petits budgets pour faire des petites vidéos, tu vois. Ouais, vraiment, Ça, c'était le des choses... truc associatif, je vois Voilà. très bien. Après, nous, on n'avait pas de lieu à part entière, tu vois, comme aujourd'hui. Ouais, On a le centre Fleury, enfin Barbara, tu vois. c'est incroyable Voilà, ce c'est incroyable. centre. Ouais. Dis-toi, c'est nous, on a demandé ça il y a 20 ans. Ouais. Tu comprends? Ils ont mis 20 ans à le faire. Voilà, ils ont mis 20 ans. Quand Ouais. nous, on en avait plus besoin, mais tant mieux pour Ouais. les petits jeunes. Les tu jeunes, vois. ouais, c'est cool pour eux. Mais ouais, Ok. à l'époque, c'est vrai que il y avait bon, ils nous donnaient un poste cassette en vrai, tu vois. Il y a pas de platine. Débrouillez-vous et voilà. Les platines, c'était chez Vin, tu vois. Et on était chez Vin, on faisait des répètes plus là-bas, tu vois. Ok. Comment t'avances et moi, à un moment, explique-moi comment tu rencontres Fab. Ouais. Parce que si je me trompe pas, Fab, c'est un banlieusard d'abord. Non, Provence. Ah ouais, ok. Il vient d'Annecy. Ok. Il débarque à Paris en 92, 91 peut-être. Direct dans le... Non, à Gentilly. Ouais, c'est pour ça que je dis un banlieusard, ok. Et en débarquant là-bas, c'est comme ça qu'il se fait la connexion avec les Sléo, qui sont là-bas. la longue Possi, Longue Possi, exactement. le Idéo Soul, le Ouais. cerveau, Ouais. tout cette clique-là. Mhm. Et Butch, un tagger. Ah, Butch, il est d'abord avec la voilà. longue Possi. Voilà, Ok. c'est la banlieue sud. Tu Ok. vois, et ils ont un crew qui s'appelle les ELC, Ok. dont fait partie Fab. Ouais, C'est son crew de tag. ok. Donc ils taguent avec Bust, Faune, Return, Cero. Donc ils ont une clique qui s'appelle les ELC, qui est un groupe de tag de banlieue sud. Ok. Le truc, c'est que Butch vient s'installer en 93-94 à Barbès, Ok. avec sa mère, Ok. Avant Fab. avant Fab. Ok. Donc il vient, il s'installe dans le quartier, et comme c'est un tagger, Mhm. il sait qu'il y a un endroit où les taggers se réunissent, l'atelier de boxeurs. Ok. Et un jour, il vient dans cet atelier, je vois un gars arriver, salut, je m'appelle Butch, je viens d'emménager dans le quartier, Mhm. on m'a dit qu'il y a un truc de tag, et Gilles, il dit, bah vas-y, rentre, pas de problème, mets-toi avec nous, et il a commencé à venir comme ça tous les mercredis. Ok. Et on commence à sympathiser. Mhm. C'est comme ça qu'avec Butch, on se fait la connexion. Ok. De là, il me dit, j'ai mon anniversaire la semaine prochaine, j'habite rue Mira, je t'invite, j'ai invité mes potes du tag. Ouais. Et il me dit, et mon pote Fab, qui fait du rap, je sais que toi aussi tu fais du rap. Ok. Et j'ai mon pote Fab qui sera là, viens, comme ça je te présente mon pote Fab. Mhm. Et donc on se retrouve à cet anniversaire chez Butch. Et Mhm. Fab, il me sort sa cassette, il me fait, ouais, regarde, je te montre ma cassette, il me fait écouter sa cassette. Ok. Et moi, je sors ma cassette, je lui dis, tiens, je vais te faire écouter, moi, à l'hôpital éphémère, les maquettes, je faisais avec Kid, Ok. là-bas. Donc, on se fait écouter nos cassettes. Mhm. Et donc, il y a une affinité rap qui se fait, tu vois. Ok. Et Fab me dit, je vais peut-être avoir un plan pour avoir un appart ici dans le 18e aussi. C'est dingue ça quand même. La coïncidence. Voilà. C'est fou. Chacun repart chez lui. Mhm. Un mois, 2 mois, c'est cool. Je suis en bas de chez moi et je vois un mec passer, Fab. Et je fais, hé Fab, tu te rappelles de moi chez Butch? Ah ouais, bien, ça y est, j'ai eu mon appart. Ah. Vas-y, bah passe me voir et tout. Je vais mettre on va faire du son. Je vais te montrer ce que je fais. Je vais te faire écouter mes nouveaux trucs. Ok. Et je dis ouais, bah moi aussi j'ai avancé. Et c'est comme ça que je vais chez lui tous les jours. On commence à devenir potes de rap. C'est dingue. Et il me dit voilà, moi je suis dans une clique, ça s'appelle la Longue Possi. Aussi, j'ai ELC en tag. Voilà. Mais, j'ai un autre crew qui s'appelle la Longue Possi. Il y a des mecs qui s'appellent les Sléo, DJ Stuff Cree, machin, truc. Et c'est comme ça qu'ils me connectent ensemble et qu'on va de fil en aiguille faire le complot des bas-fonds. Voilà. Avec les Dilesti, avec tu vois. Beau prophète. Voilà. Mais au départ, ouais, ils sont venus s'installer dans le 18e, on s'est connus, on a. Mais c'est dingue que Voilà. les deux potes Butch et Fab, qui sont pas Mais du ça tout vient du du tag. 18e, mais qui viennent emménager dans le 18e, ça Ouais. c'est fou quand même. Voilà. C'est plus qu'une coïncidence. Alors, à 2 minutes de chez moi, on se retrouve tous ensemble. Ok.
sur un carré et Moclès qui habite à côté, que je connais, et tout ça, c'est ce qui va avec le temps, tu vois, se construire. Moi, Fab, je le découvre en tant que rappeur, d'abord solo. Je me rappelle, il signe chez Unique Records, le label de Sens Unique, Son tout ça, machin. premier truc, c'est le skateboard. Il était dans les magazines de skate quand il avait 15-16 ans. Incroyable, tu vois, ça, je savais pas du tout. De BMX et de skate. Ok. Par contre, je le voyais tout le temps en vélo, mais en VTT. À l'époque, il avait des gros mollets musclés, tout ça. Il pédalait tout le temps, je me rappelle, je le voyais tout le temps en vélo. Donc, moi, je le découvre en tant que rappeur. Ouais, il fait son truc. Il est avec Sléo, la longue Possi, il signe chez Unique Records. Alors ça, c'est marrant, tu vois. Unique Records au départ. Ouais. C'est Texaco qui fait la jonction. Ouais. Qui dit, tu vois, à l'époque, il était tourneur, manager, pour Alliance Ethnique, pour 2-3 trucs. Ouais. Donc, il commençait à monter un petit business autour du management et tout ça. Et Unique Records le contact pour ils ont entendu Sléo qui est en train de ils étaient très forts sur scène, ils commencent à se faire sur leur petit nom, leur petite répute, et Texaco est censé envoyer la maquette des Sléo pour que Unique Records et Texaco travaillait avec Sléo. Voilà. Donc il envoie la maquette à Unique Records pour produire l'album, pour trouver un producteur pour l'album. Unique Records est intéressé. De produire Sléo. Et Unique Records à l'époque, c'est Sens Unique. Et Sens Unique, ça marchait. Ouais. Ils avaient des clips qui passaient en télé. Je me rappelle. Ils étaient arrivés pas comme IAM. Ils commençaient à un moment à. Ils faisaient des tournées et tout. Je me rappelle, c'était sérieux. C'était très sérieux. C'était sérieux. Ils commençaient à avoir un gros truc, tu vois. Ouais. Et donc ils cherchaient à développer des artistes. Ils commençaient à avoir cette mentale de on va produire une nouvelle génération. Et donc Texaco leur envoie la maquette des Sléo. Mais ils glissent une cassette en plus. La cassette de Fab. Ok. Et les mecs, ils reçoivent ça. Et au final, ils décident de signer Fab. Ok. Et c'est comme ça que Fab va signer son premier album chez Unique Records. Ok. Qui est distribué en France par Polydor à l'époque, Sherman Records. Ouais, je me souviens. C'est pour ça qu'il va y avoir 2 pochettes. Une pochette suisse, qui est très rare, et une pochette version française. Ok. Donc sur le premier album, tu as 2 pochettes. Les collectionneurs de vinyle, ils la recherchent beaucoup. Voilà. Ok. Donc là, moi, je vois Fab en solo et je sais qu'il est affilié à la Longue Possi, qu'il est affilié à Sléo et tout ça. À quel moment il commence vraiment à faire des trucs avec toi? Parce que moi, la première fois que je t'entends, c'est par rapport à lui. Mais officiellement, ça veut dire sur un disque. La première fois que toi, tu rappes sur son deuxième maxi, je pense. Ok. Le premier maxi qu'il a fait, c'est Je n'aime pas. Ouais, je me souviens. Tu vois, je suis dessus, moi, en dédicace derrière, tu vois. Ok. Mais parce qu'à l'époque, il avait déjà quand on se rend compte, il me dit, moi, dans 6 mois, je suis prêt à sortir mon premier disque. Moi, j'étais pas prêt à sortir un disque. J'avais des textes, des machins en vrac et tout. Mais lui, il avait un projet qui était prêt, qui s'appelait Je n'aime pas. Ouais. Ils avaient monté un label avec les Sléo. Leur propre label, ils sont en train de monter leur truc qui s'appelait À la base. À la base, je me rappelle. Donc, ils décident de pouvoir sortir le premier maxi Je n'aime pas et en 94. Donc, Fab sort son premier maxi en 94 et en même temps, on fait les radios. Ouais. Moi, j'ai pas de disque dehors. Ouais. Je suis pas sur ce disque parce qu'il y a pas de, c'est un disque, c'est un ou 2 titres, je crois. Il y a un jeu d'enfant et Je n'aime pas sur le maxi. Et on fait des radios. Ouais. Des émissions. Il t'emmène avec lui tout le temps. Ouais, tout le temps, partout. Il y a des plans. C'était quoi? C'était Génération. C'est l'hôpital là-bas, la première version de Génération. Tu vois, je sais plus comment ça s'appelait. EFM. C'était moitié jazz, c'était la journée, EFM, ça s'appelait EFM. On fait beaucoup de FPP. FPP, c'était important. Tu vois, voilà, on fait tout ce qui est l'underground. Okay. Plein de petites radios underground. On fait des petits concerts, mais concerts showcase dans les soirées, dans des trucs comme ça. Ok. Tu sais, les après-midi. Ouais. C'est là qu'on va se rencontrer des mecs comme De Baldenay, comme tu vois, tous ces petits groupes qui commençaient comme nous, tu vois. Bien sûr. Et en 95, il fait le premier maxi, deuxième maxi, ça doit être Chacun pour soi, je sais plus comment il s'appelle le maxi. Passe le mic. Ok. T'es pas d'acte, tant pis. Voilà. C'était ça. C'est ça. Ça, c'est le premier couplet que je place avec lui. Ouais. Voilà. Passe le mic. Ok. Ouais. Très lourd. Et Chacun pour soi, il y avait 2 morceaux. Ouais. Très bien. Et donc, là, à ce moment-là, toi, comment tu vois le truc? T'es quand même sur un disque. Ouais, je suis sur un disque, mais donc, bon. Est-ce que tu te dis, bon, il faut que je fasse le mien? Moi, non, Fab, il me disait ouais, t'as pas des chansons. Tu vois, j'ai des couplets, moi. Il fait, mais il faut je commence à faire des maquettes. Ok. Mais je fais des morceaux moyens. J'en fais plein, mais pas assez moyens. Et il me disait, ouais, je trouve que t'es pas prêt. Ok. Il me disait, t'écris bien, nanani, mais encore, mais il y a pas les refrains, je faisais pas de refrains, donc, c'était pas prêt.
Ok. Alors moi, je cherche des idées, je cherche mes idées. Et petit à petit, un jour, j'écris un morceau, je vais chez Slideo, on travaille un petit morceau avec le mec d'Esléo. Putain, je me dis, je vais me préparer un maxi, un mini-album, un premier projet, tout ça. Et là, je travaille un morceau Époque de Fou. Et là, je le fais écouter à Sly, il fait, il est mortel le morceau, là. Je fais écouter à Fab. Il fait, putain, il est chaud le morceau, là. Il fait ça, il fait, franchement, ça, faut le sortir. Voilà, c'était la première fois que t'avais un morceau structuré. Ouais, on prenait ce temps de se dire, de s'écouter de nous entre nous, et se dire, fallait le morceau. À l'époque, on voulait pas sortir pour sortir. Tant qu'on tenait pas, lui, son morceau à Fab qu'il a lancé, c'est Je n'aime pas. Ouais. Son premier truc. Et après, ça fait partie de mon pas. Mais tant qu'à l'époque, on tenait pas un morceau, tu te dis, c'est ce morceau-là pour me, c'était dur de sortir. Ok, je vois. Et ça coûtait cher de faire des disques, ça coûtait cher de faire du studio, ça coûtait cher de trouver des plans. Donc on écrivait, on faisait des maquettes et... Fallait être sûr de soi. Il fallait un peu être sûr de soi. Donc les mecs décident de partir sur Époque de Fou. On fait avec les Dynasty une phase chacun, parce que pareil, il n'y a pas assez d'oseille. Donc on fait une phase A, une phase B qu'on se partage avec les Dynasty, qui faisait partie du crew. Et on sort ce premier maxi, en 96. Donc le premier maxi produit par À la base, par Fab et Sléo, et là c'est le premier lancement, tu vois. Là je commence à comprendre un peu comment ça marche, et je pars sur un projet de mini-album dans la même année. Stuff Cree, on enregistre ça chez lui, on fait une caisse, il met de l'argent, Fab met de l'argent, je mets de l'argent, puis on réussit à le sortir. Ok, la débrouille. Très bien. Et moi à ce moment-là, j'entends parler du crew, le complot des bas-fonds. Qui a l'idée de monter ça? Ah, ça c'est les idées de Fab. Parce qu'il voulait quand même faire un truc avec les Sléo. Parce que ça a créé dans leur amitié, son copain, mais à la base, Unique Records, ils voulaient signer Sléo. Parce que c'est Sléo qui met Fab dans le rap. Ils sont arrivés avant lui. C'est eux qui le mettent dedans. Il est en train de passer devant. C'est ça. Et c'est lui qui sort qui a une signature. C'est lui qui se retrouve en maison de disque chez Polydor. Et Sléo, ils ont rien. Tu vois, à part là, ils commencent à se brancher avec Jimmy J, les concessions, et ils partent plus sur ce truc-là parce qu'il y a pas de plan. Et je pense aussi, donc comme ils sont amis, qu'il les a mis dedans, il voulait créer un truc avec eux. Moi, je les connaissais, mais pas comme lui. Les Dynasty, je la connaissais, mais parce que c'était une danseuse dans Histoire d'elle. Je me rappelle très bien. Pour moi, c'était pas une rappeuse au départ. Je la rencontrais dans les soirées, elle traînait beaucoup avec Jazzico, elle était avec lui, donc bon. Il me dit j'ai aussi des potes, et là, alors à l'époque t'as vu, ça commence à arriver Wu-Tang, machin, tout le monde faire des crews, avec plein de mecs dedans, avec plein de trucs. Donc il me dit j'aime bien un mec qui s'appelle Patrick et LSO, je connaissais pas du tout. Donc à l'époque c'était des espèces de réunions, on va faire une réunion dimanche. Donc je retrouve chez un mec là, chez Greg dans banlieue sud, chez Gentil, le graphiste de la langue Possy, et donc il fait un espèce de recrutement comme ça, avec des mecs qu'il aimait bien. Beau Prophète, Bobo Rasta, Cyrine, tout ça. Donc je me retrouve dans un crew, des potes à Fab. On va dire. Et ce genre de crew, c'est des castings. C'est pas, tu vois, c'est pas comme Secret Connection, 4 mecs d'un même endroit, même collège, on se croise, même si on n'est pas, on se connaît, on se voit grandir, c'est pas pareil quand t'as des mecs de l'autre du 91, l'autre de Sergi, l'autre donc on a essayé de faire des choses ensemble. On les a fait. Problème de ce genre de crew, quand t'as Fab qui explose avec ça, fait partie de mon passé, que tout le monde est presque inconnu, voilà, ça crée des lui il a les plans, l'autre a pas le plan, pourquoi t'appelais lui mais pas moi et pas l'autre, et ainsi de suite, et ça explose en vol. Donc vous avez pas pu aller plus loin que et en plus, ce qui s'est passé avec le complot. Dans le style et dans la vision, avec Fab, on se retrouvait plus avec eux, en fait. Parce qu'on voyait les mecs des Sléo qui s'américanisaient, s'habillaient en treillis, ce truc. Alors que nous, on était partis plus dans un truc... quartier français. Donc même dans la façon d'aborder le rap, dans le fantasme américain, ce truc-là, nous, on avait pris du recul. On commençait à partir aussi dans une écriture plus politique. Tu vois Premier album de Fab, il est pas très politique. Il est c'est Joe la monnaie, c'est Jeu d'enfant, c'est Je n'aime pas, c'est... Bon, c'est des morceaux, c'est du verbe. Mais très vite. Mais le deuxième album, le fond et la forme, l'être au président, là on va passer dans un truc plus... et je pense que d'avoir habité Barbès, d'être venu dans un contexte social, je pense que ça a aussi influé dans cette écriture-là. Tu vois. C'est possible. Donc, Complot des bas-fonds fini.
Ouais, fini, parce que les Slow, ils veulent absolument réussir leur truc, ils partent faire leur album à New York, ils commencent à être dans un autre délire qui est plus le nôtre. Ouais, Nous, ouais. on était dans une économie, on commençait à voir le mouvement indépendant, on voyait les mecs de la Clica qui avaient sorti Jaloux en indé, en white label, Ouais. l'autre qui faisait des trucs, on voyait des mecs comme Night and Day qui commençaient à distribuer les Les indépendants. petits indés. Ouais. Donc il y avait un nouveau truc qui était en train de se créer. C'est clair. C'était fini d'aller avec sa maquette à la maison de disques. Ouais, attendre qu'on te signe. Voilà. Ouais. Très bien. Donc, du coup, toi et Fab, vous restez ensemble. Ouais. Par rapport au complot des bas-fonds. Ouais, C'est- on fait une combinaison vous- Fab voilà. Cora, ça devient Voilà. une espèce de duo. Voilà, moi, mais je où lui vous est beaucoup croise plus souvent ensemble. médiatisé que moi, tu vois. C'est normal, Moi, je il a suis déjà, derrière, il a je déjà suis, sorti son album voilà. et tout ça, machin. Ok. Toi, derrière, tu vas sortir un EP. Si Ouais, je me mais rappelle tout est bien. calculé. Voilà. Et on va commencer à faire ses tournées. Tu vois, Ouais. il va y avoir des plans. Première Voilà. tournée qu'on a fait, c'est la tournée de Sens Unique en première partie. Ok. C'est de là qu'on va faire les premiers concerts et Voilà. commencer à vraiment à se trouver notre style, à se trouver notre combinaison, à trouver notre truc, à faire des concerts, au Hot Brass, le machin, Ouais. faire des petits plans Élysée Montmartre avec, tu sais, dans des festivals, Ouais. Tapas 100 balles, MIB. Ouais. Et donc, on se retrouve un peu dans ce circuit, tu vois. Ok. Et avec la rumeur, avec ma machin. Et, Ouais. tu vois, puis en parallèle, t'as Cut Killer qui lui se développe. Ouais. Qui commence à faire les compiles, hip hop sous le parti. Bien sûr. Et on commence à lui mettre un morceau là, un morceau là. Mhm. Et ça prend bien, tu vois. Ouais. Tu vois, les compiles de Cut, ça nous fait bien connaître, tu vois. Je sais pas si ça arrive à ce moment-là, mais il y a le morceau avec Karine. Ok, ça, Qui ça, va se ça, retrouver. c'est en 97. Mais là, Donc c'est plus tard. 96, 80. Ben, là, on commence à ramener Mourad avec nous. Ok. Ouais. Tu vois, en concert. Il y a les Opération Freestyle, je crois. Ouais. C'était Alors là, ça va être vraiment. un truc de crew. Là, ça va être la réunification de DMBG, Voilà. de Moclès qui lui évolue avec DMBG, tu vois. Ok. Il fait ses concerts, il fait ses trucs avec eux, tu vois. Ok. Mais ça reste des mecs de mon quartier, avec Bien qui je suis sûr. en contact. Mhm. Et à un moment, je vais créer la passerelle. Voilà entre- ça que j'allais dire. À quel moment Morad, Moclès, Haroun, Alors, moi, à quel moment Moi, je ils vois que- rejoignent voilà. le duo que vous avez entre guillemets bah, avec moi, Fab? moi, je vois que dans mon quartier, il y a des rappeurs quand même. Ouais. Même si moi je commence à traîner avec Sléo, Fab, les Mhm. Dynasties, qu'on commence à faire nos petits trucs, je commence Ouais. à connaître les Cut Killers, les Kutibi, tous Ouais. ces gens-là, tu vois, on commence à avoir des interviews dans des magazines, dans Ouais. l'affiche, dans Dan Wizzy, dans les fanzines, Ouais. on commence à avoir notre petit nom, toi, dans l'underground. Bien sûr. Mais je vois que j'ai des mecs qui rappent dans mon quartier, Mhm. mais qui sont pas trop dans cette mouvance-là. Ok. Ils sont dans une autre mouvance où ils rappent dans le quartier, ils ont des plans avec faire un concert dans le 19 avec Sai Sai, les fêtes de la musique, tu vois, mais c'est un circuit associatif. Ouais. Mais je vois que les mecs quand même ils rappent. Ouais. Et on a DJ Kid qui prend lui aussi son appartement dans rue La Gouatte. Et là on commence à se voir plus parce qu'on a un spot, on a un lieu Ok. pour se voir. Et là Yaro, Moclès, tout ça on Même, commence. il y avait Barbès Clan, Barbès Family, Je me rappelle. Brahim, Barbès Family, pardon, Ouais. ouais, avant Barbès Clan. Et là, on commence un peu aussi à... Je commence à avoir un pied hôpital éphémère avec le mouvement de Gand parisien Ouais. et un pied dans le quartier avec les rappeurs de mon quartier. Ok. Avec Mehdi Lafranchi et Mourad qui sont un groupe qui Ok. s'appelle Scarcase. Ok. Moclès, Yaro, Oswald qui sont un autre groupe qui s'appelle DMBG. Mhm. Brahima, Mikey qui sont de Barbès Family. Mhm. Un jour, on fait un morceau tous ensemble. Ouais. T'as vu C'est ta baisse bar qu'on apprend la Là, baisse c'est le bar. premier featuring avec Yakuba. Je sais pas si tu connais ce mec-là aussi. Le nom seulement, donne-nous. Voilà, Yaku. Yakov. Comment il s'appelle Erol, Grande Girafe. C'est lui, quoi, il s'appelait appelé Chico après. Non qui est venu chez vous. Qui ça? De Sarcelles, non Comment tu l'as? Chico, non Non. Chico, là, qui faisait sécu avec Secteur A, non Il est du 18e à la base? Ah oui, à la base, moi, quand elle a débarqué du bled, je l'ai connu, Erol. Non, c'est pas le même. C'est pas le même Je pense pas, non. Si, Moi, je pense, parce que... Moi, le Chico que je connais, les petites tailles. Non, un grand Non, taille. non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ah, C'est pas le même. Ok. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on a commencé à À se croiser, ouais. Voilà, à se croiser, à se revoir. Et à un moment, avec Fab, je dis voilà, il y a les petits du quartier qui rappent, qui sont bons. Il y a Ok. Mourad. Et il commence à traîner avec moi aussi. Mourad à venir me boire un peu tous les jours, tout ça. Ok. Et c'est comme ça que je lui dis vas-y, on peut le ramener avec nous au concert, Ouais. faire 2-3 trucs, faire backer avec nous. Ok. Et donc Mourad va commencer pendant 96, 97 à faire des concerts avec nous. Ok. Moi-même, je lui fais un featuring dans mon album, mini-album, tout est calculé, le morceau La vie de quartier. Ouais. Donc je commence à le rentrer dedans. Parce que je trouvais il rappait bien, il avait un style West Coast, il avait tout un délire. Mhm. Et à côté, Moclès, lui, il a son groupe, Ouais. DMBG. Donc Ok. il fait sa petite vie, mais on se connaît, on se parle, on s'échange. Tu vois Mais c'est vrai que moi, entre-temps,
je rencontre, j'habitais aux rues de la Goutte d'Or, et en face de la rue de la Goutte d'Or, il y a l'école maternelle, tu vois. Ok. Et dans cette école maternelle, un jour, comme ça, je passais devant, il y a une boulangerie en bas et tout, et j'ai acheté une baguette, je sais plus, et je vois une fille que je connaissais du quartier, qui habitait là. Elle me dit, au fait, je t'ai pas dit, mais tu sais que mon frère et tout, il fait de la musique, mon petit frère. Ok. Je fais, ah ouais. Elle me fait, ouais. Et elle, son papa, il est gardien de l'école maternelle, tu vois. Donc, ils habitaient au-dessus. Ok. Et elle me dit, tu sais quoi, il est là, viens avec ta baguette, monte, je te le présente et tout, il est là. Ok. Et donc, j'arrive et tout, je rentre dans la maison, je rentre dans la chambre et je vois un petit du quartier que j'avais déjà repéré. Un peu, il était petit. Et il est dans son ordi comme ça et tout. Moi, j'avais un ordi, mais c'était un geek, tu vois. Okay. Et je vois, c'est Haroun, tu vois. Elle me présente Haroun, donc. Donc, quand t'as rencontré Haroun, t'avais une baguette de pain dans la main. Ouais. Ok. C'est ce que je retiendrai. Et je l'avais dans un sac. Voilà. Un pain italien, parce que mes parents, ils m'ont acheté du pain italien. Ok. Et donc, de là, je rencontre Haroun, que je connaissais déjà de vue, et je lui dis, ouais, tu fais de la musique et tout. Ta sœur, elle m'a dit que tu fais des instrus et tout. Il m'a dit, ouais, et tout, je fais des prods et tout. Je fais, mortel, vas-y, on va se mettre plus en connexion, tu vois. Ok. Et de là, moi, je rencontre Haroun comme ça, en fait. Et on commence à faire de la musique ensemble, en fait. Mais il a quel âge? Il est super jeune. 14, 15 ans. C'est ça. Ouais, et Haroun, il a combien d'écart avec moi? 3... Non, plus. Au même moment, je passe le BAFA, moi. Ok. En même temps. Ok. Avec la sœur d'Haroun, qui me dit, ouais, j'ai mon frère qui et le frère de Mourad. Ok. Avec elle, on a eu le BAFA ensemble, tu vois. C'est fou. Et tout ça, donc tout ça, ça communique, ça s'échange de trucs, ça se dit, il y a lui qui fait ci, il y a l'autre qui fait ça, et tu vois, ça se... Et nous aussi, on faisait tourner je me souviens, on avait des cassettes, et on donnait aux gens, du quartier. une voiture tient une cassette avec nos morceaux et tout. C'était un hit, le morceau, c'est ta baisse barre qu'on apprend la même barre. C'était notre premier déjà, tout le quartier écoutait ça. Ça et plus, par exemple, tu rajoutais tes 2-3 maquettes et tu donnais, on donnait à la voiture de l'autre, à la voiture. Il y avait 3-4 voitures qui tournaient dans le quartier, tu vois. C'était important dans ces voitures-là. Exactement. Comme ça, le son que tourne. Les gars, je me souviens, il y avait et les années défilent, ce truc comme ça. C'était quoi d'autres morceaux? C'est ça les hits de rue. C'est ça. C'est comme ça que ça se fait. C'était comme ça. C'était la rue qui faisait tourner. Exactement. Et par exemple, toi, Mokles, Morad ou Haroun, comment vous voyez Fab à ce moment-là, en fait? Parce que comme à toi, tu traînes avec lui, tu marches avec lui, tu rappes avec lui. Mais vous, les plus jeunes de l'équipe, Fab, c'était quoi pour vous, en nous, fait, on était passionnés de rap, déjà. Ouais. Donc, on écoute. Donc, pour nous, c'est un peu les grands qui sont médiatisés, en fait. C'est ça. Tu vois? Après, pour moi, par exemple, Fab, je me dis c'est un grand, mais que je connais pas beaucoup du quartier, en fait. Pour moi, presque il est pas du quartier, en vrai. Ouais, parce qu'il est venu après, en fait. Mais Coma, je me dis, c'est un mec de mon quartier qui, tu vois. Et voilà, c'est les grands qui se sont médiatisés. Mais pas que, en vrai. En vrai, dans le milieu de... Non, mais pas que. En vrai, non, mais on va pas se mentir. Fab et les freestyles qu'il faisait, c'était des bêtes de freestyle, frérot. C'est clair. Ça résonnait dans nos têtes. Et c'était nos premiers coups de baffe qu'on se prenait. Ok. Tu comprends quand t'entendais... Moi, j'entendais quand Mourad, il allait dans ses débuts, dans les freestyles. Avec Fab et Bien sûr. Et il leur lâchait des couplets de ouf, Mourad. Aussi, tu vois. Donc c'était les deux gars qui étaient, disons, en place un peu, parce qu'ils étaient pas vraiment en place. Mais Coma, voilà, il avait déjà fait Époque de fou, il me semble. Fab, ça fait partie de mon passé. Fab, ça avait bien tourné. Ça a fait une grosse exposition, tu vois, d'un coup. Et quand t'entendais la vie de quartier à la radio, ou quand t'entendais, je te parle de qualité musicale. Hein. Moi, perso, pour moi, il y avait Ayam et il y avait Coma et Fab. Et Mourad. C'est ça que je voulais savoir. Oui. Non, mais à l'époque, t'avais qui a explosé avant Fab? T'avais Solar, t'avais Ministère Hammer, Assassin, Ayam, t'avais une petite dizaine de groupes. Il y en avait pas beaucoup, on pouvait on va dire, lui, il est arrivé vraiment, le mec a explosé médiatiquement, et un peu à la Solar, un peu à la... C'était dans ce style-là, parce que ça fait partie de mon passé, ils l'ont mis un peu dans cette catégorie-là, tu vois. Mais tout de suite, ça a donné une exposition, ça nous a donné des plans radio, là, c'était plus FPP, on se retrouvait dans des France Inter, on se retrouvait dans des plateaux, mais à la maison de la radio, et tout de suite, tu vois, t'as plus de plans, quoi. T'as tout de suite plein de trucs, tu vois. C'est clair. Et eux, ils voyaient, lui commençait à faire des couvertures de magazines, il commençait à faire il avait son petit nom. Ouais. Tu voulais dire, Mokles?
Non, je voulais dire, il y avait aussi, tu sais, un concert que vous avez fait une fois avec La Rumeur et tout. Ouais, les MIB, les concerts de justice en banlieue. Je sais plus, non, hein, que Fab avait organisé, tout ça. Ah oui, oui. Et ce jour-là, dans ce concert-là, il nous avait invités, par exemple, tu vois. On n'était pas mais il nous avait dit, ouais, venez, il y a un truc rap. Scred Connexion, ça existe pas. Non, ça existe pas, la Scred. Il n'y a pas de Scred. Vous êtes DMBG. Voilà, moi, on est DMBG. Je disais à mes potes, venez. Et eux, c'était Fab Coma, voilà. Et ce premier concert organisé, je me rappelle par Fab. Il y avait à l'affiche, c'était La Rumeur. Donc c'est nous, avec La Rumeur, Kazé, un Barrio 5 Esprit. C'était lourd. Ok. Un Barrio 5 Esprit de chez nous, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est là que je rencontre Gabi et tout. C'est lui-même, ouais. Exact. Ok. Incroyable. Ça permettait justement de faire des connexions. Et en fait, moi, je me voyais comme... j'étais plus petit, en fait. Et donc, c'était les grands qui nous font croquer des plans. Et genre, quand on t'emmène dans un studio, à l'époque, quand même, me disait, ouais, vas-y, venez, vous faites quoi, là? Bah, venez, je vais à l'hôpital éphémère. Et ben, j'étais content, pourquoi? Parce que à la fin de la session de l'hôpital éphémère, j'allais rentrer chez moi avec mes derniers couplets sur une cassette. Ouais. C'était cool. Non, c'était énorme à l'époque. Mais de fou. C'était beaucoup. On allait s'enchaîner 2-3 heures de couplets. Tac. Et après, je rentrais chez moi, j'avais la cassette. C'était top. Ouais. Tu vois, et en plus, ça te faisait sortir du quartier. En plus. Tu vois, et on était dans la passion, on était dans le délire. Et tu vois, les premiers coups de pouce, on va dire, ils viennent comme ça, tu vois. Très bien. À quel moment vous devenez la Scred Connexion? C'est la création d'Opération Freestyle. Ouais. Parce qu'en fait, on devient même Scred Connexion malgré nous. Tu comprends? Parce que nous, en vrai, on fait un morceau où Fab et Coma, ils invitent 2 mecs de leur quartier qui sont pas connus. C'est le concept de la... Parce que voilà, c'est ça que j'allais dire. Faut rappeler le concept. Voilà. Cut Killer, il prépare une compilation qui s'appelle Opération Freestyle. Il demande de confirmer, au mec un peu confirmé, de ramener des... Il veut inviter que des crews, en fait. Voilà, des crews qui ramènent, c'est que ça. Et qui, eux, font découvrir... des artistes qui font partie de leur crew, mais qu'on connaît pas trop. Voilà. Et toi, nous, t'arrives, Haroun, qui, pendant cette période-là que Fab et Coma, ils doivent faire le morceau, ce morceau-là, nous, on se voyait régulièrement. On était une petite bande de potes. Ça y est, les cardages, ils s'étaient faits. En plus, la passion, elle avait pris peut-être un peu le dessus. On se voyait régulièrement. L'après-midi, on fumait un ouingeant sans mon truc. Quand il y avait une sortie, on pouvait aller là. On allait ensemble. Quand il y avait un plan en soirée, allez, venez avec nous, tu vois. Et il y avait Haroun, on pouvait aller se poser. Ses parents en banlieue, tu sais, il avait une maison en banlieue où on pouvait se poser. Il habitait pas Non, il avait aussi une autre maison, tu vois. Et petite... parce que là-bas, c'était l'école. C'est gardien, lui. Ils habitaient, voilà. Et donc, il nous avait invités. C'est de là qu'on regarde Cobra. Rappelle-toi qu'on on écoute le son. Et vous avez samplé. Voilà, nous, on a pris des cassettes vidéo. on avait passé le week-end là-bas. On avait pris la MPC. Celui qui veut faire des instrus, il fait des instrus. Celui qui veut gratter un texte, il gratte des textes. Chacun, il fait ce qu'il veut. On regardait Cobra et là... Non mais c'est la meilleure musique de ce dessin animé, c'est ce passage-là. Je sais plus qui fait le son de ouf, nanana. Haroun, il prend le truc, boum boum bam boum. Il fait la prod. Entre-temps, il y a le plan de cut, etc. nanani. Fab, pareil, il réfléchit, je sais pas. On arrive au studio, il y a le refrain. Scred Connexion, un nouveau nom dans ta collection. Il y a au démon, on n'est ni Scred ni rien. Moi, je suis pas Scred Connexion. Moi, j'étais Moclès. On me dit viens rapper. Et puis Scred, c'est un mot qu'avec Fab, on commençait à utiliser, tu vois. Et ça te rappelle Scrozy quand il disait Scred. C'est une logique. C'est comme en fait, mon premier mini-album, le jour où je fais Tout est calculé en 96, et que je dois le sortir, je dois aller me présenter chez Night & Day, chez le distributeur. Je voulais que un morceau il passe à la radio, ou que des mecs mais à l'époque, pour passer dans des trucs, faut une boîte, faut un management qui appelle les mecs, il faut un attaché de presse, fallait... moi j'avais vu un film, c'est avec Whoopi Goldberg, où la meuf elle sort d'une école elle a son diplôme d'avocat, mais personne veut de sa gueule. Alors elle crée un faux cabinet d'avocat, en fait elle fait croire qu'elle travaille pour ce cabinet d'avocat. C'est pas machin Goldberg, un truc, et elle est avocat chez ce gros cabinet. Donc, mais tu sais quoi, je vais faire quoi? Je vais faire genre, il y a une production, c'est pas Coma sort un album, c'est Scred Production présente Coma. Comme ça, les mecs vont croire que quand ils appellent, il y a des gens qui vont répondre au téléphone, il y a une équipe, parce que je voyais Arsenal présente la Clica, machin présente truc. Moi, fallait quelque chose aussi. Je dis, quand t'envoies ça à une radio, le mec il voit machin présente truc, il va peut-être plus l'écouter. Tu vois, j'étais dans cette logique-là. Je me disais, ça va être plus sérieux. Donc je fais, je dis, qu'est-ce que je vais mettre production? Et là, c'est là que le truc se redit. Scred Production. Tu
Tu vois. Et de là, le scred, il reste comme ça, tu vois, il est par-ci, par-là. Ok. Et il revient par le morceau. Le morceau là, c'est quoi le titre? C'est, je sais pas, on est. Non, le titre, c'était Secret Connection. Ouais, je sais plus comment c'était ça le s'est titre. fait. Après, il dit mais je mets quoi comme groupe? Ouais. Cut. Ouais. Je dis vas-y, mais Secret Connection. Tu captes, ça s'est fait un peu comme ça. Vous avez improvisé. Mais le titre de la chanson. Voilà, c'est le titre Secret de la Connection. chanson. Et en fait, c'est En là. reprenant ce mot qui revient à chaque fois tous les 4 ans. Ok. Mais faut pas oublier aussi qu'entre-temps, parce que ça, c'était quand même pour moi, c'est super important. Je parlais de ça parce que c'est quand même mon premier passage sur. Attendez, pas en même temps. Ouais. Non, ouais. En fait, avant ça, il y a quand même Cut Killer, parce que pour moi, c'est super important ce truc-là. C'est quand même ma première apparition sur une mixtape. Et une mixtape, frérot, c'est pas rien du tout. Et puis voilà la mixtape. Et c'est pas rien. Et quand on me le dit, on m'annonce ça, que Coma ou Fab et qui me disent Klesmo, il y a Cut Killer, il va faire une mixtape avec en 3 volets. Paris, banlieue, province, et vous allez être dans Paris, il y a que des inconnus, vous allez être dedans. Lundi, on va enregistrer chez Cut, frère. C'est un truc de ouf. C'est bon. Demain, j'arrête, tu vois. Donc, là, pour moi, on fait le premier morceau, combinaison. En fait, on fait une combinaison à 5. Parce que Coma, il dit des trucs dans la chanson. Fab aussi, nous font l'intro, nanani. Et moi, je commence, Haroun, Mourad 2e, Haroun 3e. Tu vois, on avait fait un morceau comme ça. Et là, c'était notre première apparition sur une mixtape, tu comprends? Là, on commençait à se faire connaître en tant que Haroun, Mourad, Mokles, Fab Coma. Et en fait, même le truc, on l'avait un an avant, 97, avec Fab, on fait des mal parties. 9-7, bébé, 9-7, Secret Connection. Et là, vous dites Secret Connection, vous le dites. Pas de piston. Et ça passe sur Skyrock, ça. Voilà. Donc déjà, un an avant, le nom, t'as vu, il revient, il repart, on tournait autour du truc, comment le mettre, comment en faire quelque chose. Ça cherchait, on dirait. Tu vois? Il y avait rien d'officiel encore, mais. Voilà. On va dire Opération Freestyle, ça. C'est là. Et un jour, on avait un fax téléphone chez Fab. Et un jour, téléphone, il sonne. Allô, ouais, bonjour, vous voudrez Secret Connection au concert. Là, c'est officiel, là. C'est parti. Et là, tu dis, mais en fait, t'appelles les autres, voilà. Et là, en fait, ça tombe dessus. Là, ça y est, c'est officiel. Voilà. Très bien. Comment ça se passe pour toi, Mokles? Parce que moi, quand je découvre Secret Connection, moi, je connais Fab, Coma, Mokles, Haroun, Mourad. Mais toi, t'avais un groupe à la base et il y avait d'autres gens. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu passes de l'un à l'autre? En fait, mon groupe, c'était en 92. Je l'ai créé en 92, groupe DMBG. Après, on a fait quoi? On a fait genre 5 ans. De 92 à 97 ensemble. Après, ça s'est un peu effrité. Chacun, tu sais, parti de son côté. L'autre, il venait pas au répète, l'autre, petit truc, l'autre, nani. On avait fait un album avec un manager, producteur, tu vois, qui nous ont genre reproduit un album. Après, ils voulaient rendez-vous par-ci, promesse par-là. Tu sais, ça m'avait saoulé. Je disais, c'est jamais sorti. C'est jamais sorti. On avait fait genre 20 titres et tout. Ils ont jamais vu le jour, tu vois. Vas-y, j'aurais dit, les mecs et tout, là, vas-y, moi, je vais faire mon truc tout seul. Donc, c'est là que j'ai fait des trucs avec Haroun. Tu comprends? Très bien. Avec Haroun, je commence à faire des trucs, etc. On fait des morceaux, maquettes, tu vois. Et aussi, le fait d'aller en solo, je me suis dit, vas-y, je vais aller en solo. De toute façon, je vais être obligé d'écrire 3 couplets à chaque fois. Je vais évoluer plus vite. Je vais progresser plus vite. Voilà, le fait de me retrouver seul, voilà, sans aide, en vrai, ça m'a mis face à... t'étais obligé de te débrouiller. Donc. J'étais devant le fait accompli et il fallait que j'avance, tu vois. C'est ça, très bien. Donc là, on revient, Secret Connection, il y a du bruit, il y a les apparitions sur les mixtapes de Cut Killer et tout, les freestyles à la radio, les concerts avec Fab et tout. Mais après, on va dire que c'était bien, mais pour Haroun et moi, c'était pas assez. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que Secret Connection, ça a toujours été présenté et tout comme un collectif de rappeurs solo. Parce qu'il était vrai. Parce que Coma, il avait son mini-album. Fab, il avait fait, il a une carrière. Bien sûr. Tu vois? Et nous, on n'avait rien.
Mourad, il avait rien sorti et tout, tu vois. 98, t'as Fab qui commence à préparer son 3e album, Détournement de son. Ouais. Le premier, 95, c'est Buffa surprend ses frères. Ouais. Juste derrière, il enchaîne 97, le fond et la forme. Et juste derrière 98, il arrive avec Détournement de son. Et ça, c'est chez Double H, chez Cut Killer. Chez Double H. Donc c'est un peu la conclusion de tous ces 3-4 ans à faire ces compiles, tous ces trucs. Ça finit par une signature directement là-bas. Donc moi, entre-temps, je commence aussi à avoir des plans avec Reel Up, donc ça me fait partir sur cette direction-là pour faire l'album Le Réveil et préparer ça. Mais eux, pour l'instant, il n'y a pas encore d'optique de... On devait encore, pour nous, on devait faire nos preuves, tu vois, on n'avait rien fait, on n'avait pas de solo, tu vois. Normal. Donc on s'est mis au boulot en vrai, on s'est mis au travail. Très bien. C'est pareil, la même logique qu'avec moi, avec Fab. Faut sortir le morceau. Pour l'instant, vous avez des chansons, elles sont pas mal, celle-là est pas mal, mais vous n'avez pas encore la chanson. Et ils vont travailler, il va faire la chanson. Et elle va s'appeler Bouteille de gaz. Mais avant ça, c'est leur premier maxi, tu vois. Avant ça, la nouvelle tombe, Fab arrête la musique. Non, c'est après. Ça va être après. Bouteille de gaz. Au moment où il y a Bouteille de gaz, Fab il rappe encore. Fab il part en 2001. Bouteille de gaz c'est 98. Ouais, exactement. Voilà. Ok. Voilà. Et ça, j'avais l'impression qu'il avait déjà arrêté. C'est la même année que Détournement de son. Bouteille de gaz. J'ai trop kiffé le morceau. Mais je trouvais ça culotté. Tu vois ce que je veux dire par rapport... Parce que là, on dit bouteille de gaz comme ça en 2022. Non, mais on dit ça en 2022, on peut ne pas savoir de quoi bien sûr. La référence. Oui. La référence, c'est les attentats. Quel cal, c'est plan Vigipirate. Voilà. C'est une bouteille de gaz retrouvée sur les rails du TGV en 96. C'est ça qui a pété. Et dans notre quartier, nous, c'est l'attentat dans la mosquée d'un imam. C'est un assassinat à 2 mètres de chez nous. Et c'est aussi le Front National qui va en profiter pour faire sa propagande. Et c'est à ça qu'il réagit, mon fils, de bouteille de gaz. Ouais, parce qu'à la base, c'était une cassette de propagande du Front National qui était distribuée dans les boîtes à lettres. Tu vois, et donc il y avait marqué Maastricht, Bruno Maigret. Voilà, c'était Maigret à l'époque. Ils se sont dit on va mettre à Barbès dans les boîtes aux lettres des cassettes Front National. On distribuait ça dans les boîtes à lettres. À Barbès. Ouais, dans toute la France à mon avis. Ouais, mais à Barbès, quoi, tu vois ce que je veux dire, l'idée. Ça arrivait. Il y avait encore pas mal de blancs à Barbès, il y avait encore pas mal de population. Donc ils ciblaient ces gens-là. Ces gens-là, on va leur mettre, tu vois, ils étaient dans des stratégies comme ça. Et donc, on a mis cette intro, tu vois, un peu choquante, on va dire, et c'est vrai que le morceau, il était bien, et avec un bon sample de Jacques Brel. Haroun qui a fait ça. Et puis c'est une bonne carte visite pour nous, parce que c'est vrai que c'est un morceau qui a bien boosté, tu vois. Moi, je me souviens et tout, on avait des vinyles, et tout le temps, ils disaient, ils sont partis les vinyles. On allait dans les boutiques, ils disaient, il y a plus de vinyles. Faut represser, on était trop contents, mais nous, on en déposait 10-15, on était contents et tout, tu vois. Mais c'est cool Mais vous l'aviez, votre carte de visite, du coup, là, à ce moment-là. Du coup, on avait notre carte de visite, et dedans, on avait même des solos, la routine, les diables et les anges et tout, tu vois. Parce que c'est dur de sortir de l'ombre. C'était important de sortir de l'ombre de Fab. Tant que j'avais pas mon morceau, mon titre, tu restes le backer, tu restes le mec derrière, tu restes tu vois, celui qui accompagne. Mais tant que t'as pas prouvé artistiquement que toi aussi t'as quelque chose, et voilà, c'est compliqué. Je pense qu'on était tous un peu comme ça, tu vois. On était en fait, ce qu'il y avait, c'est que entre nous, t'as vu, on parlait de featuring et ring, etc. Moi, je te promets qu'entre nous, il y avait de la compète. Mais c'était pas de la compète. On savait qui était plus fort que qui. Il y a pas. T'inquiète pas. Mais frérot, quand ton gars il te faisait un couplet, quand t'écrivais un couplet, ta langue, tu la tournais pas 7 fois. Tu la tournais beaucoup 70. Fallait que tu sois à la hauteur. Et quand tu disais un texte à ton pote, mais Fab, il a une plume, ça devait être compliqué d'être en studio. Oui, mais c'est pour ça qu'il fallait travailler. C'est ça. Tu vois, quand Fab, moi je me souviens, je vais peut-être le raconter un peu après, parce que c'est venu après, mais quand Fab il m'a dit et tout, j'aimerais bien qu'on fasse un morceau pour La Rage de Dire. Et que je lui ai dit, tu sais quoi et tout, je serais trop content et tout de faire le refrain et de te proposer un thème. Parce que je voulais pas que ce soit lui qui me ramène l'idée. Tu vois, pas par fierté, mais Fab, il a tout le temps fait. Ça aurait été facile qu'il me donne un thème comme ça. Je voulais lui ramener pour lui dire, voilà, c'est mon idée, c'est un truc, c'est une pierre ajoutée à ton truc, c'est pas toi qui l'as trouvé, tu vois.
Et donc, on est parti sur Rambal. Rambal, ta cam, tes berceuses et tes romans avec Buffa. Tu vois, et ouais, c'était cool de pouvoir... Et quand Buffa, il m'a dit, ouais, on va garder le refrain, l'idée, elle est mortelle, et quand je l'ai vu, il a écrit, il était à fond dedans et tout. Ben... Fab, il était productif, il écrivait vite, il était dur, Buffa. Il laissait rien passer. Hein. Ok. Il était créatif, il était très créatif et très rapide dans sa création. Tu vois. Ok. Donc, c'était quand même une bonne école. Tu vois, le fait de... Ah ouais, non, même Coma aussi. Coma, c'est le maître lit, tu vois ce que je veux dire. Bah attends, entre tout ce qu'on m'a appris. Mais moi, je suis lent. Tu vois, ok. Ça dépend. Après tout, tu sais, il peut te faire des classiques en une nuit, hein, le réveil, le morceau, et c'est fait. Après, voilà, tu vois, on s'est échangé les méthodes de travail. Après, avec Fab, on avait ce point commun aussi. On parlait des choses, on parlait des mots, on parlait des techniques, on parlait tu vois, on aimait ça aussi. On jouait aux chiffres et aux lettres, on jouait aux questions pour un champion. On était dans des vieilles compètes, on jouait au Scrabble, on jouait dans les trucs. Tu comprends, mais ça développe ton cerveau, et quand tu dois écrire après, t'es prêt. Exactement, on était tout le temps dans des trucs comme ça. On avait des lacunes, tous à l'école, mais même Fab, il a passé après son bac en candidat libre à cette époque-là. Tu vois, en même moment, tu vois. Tu vois là ce que tu dis là, et c'est propre à beaucoup de rappeurs. Bah ça s'entend pas quand vous écrivez. Que vous aviez des lacunes en français. Toi, tout à l'heure, Moclès t'a dit, ouais, moi j'avais 4 en orthographe. Ma prof de français, tu lui dis que, dans mes textes, il y en a, j'écris bien. Derrière, elle va dire pas lui. Elle va pas dire pas lui. Et pourtant. Sûr. Voilà. Non, le rap, quand je parle avec des profs, je leur dis, le rap, il a fait prendre le stylo à des petits que l'école, elle a pas réussi. Exactement. Et ça, tu peux pas lui enlever. C'est là que je voulais en venir. Et après, on a commencé mais juste de me réintéresser à ça. Après, tu sais, un moment dans la musique, on va, avec Fab, l'exposition qu'il a eue, on a commencé à aller dans des endroits, à se retrouver à sortir de notre quartier, à aller dans des autres villes, à aller dans des hôtels, et à parler avec les gens. Puis t'es là, tu entends des conversations, tu comprends rien, t'es derrière, t'arrives pas à suivre, tu vas aller dans des restaurants, tu vas avoir beaucoup de premières fois, tu vois. Et c'est là que tu vois que t'es derrière. Et qu'il va falloir rattraper, et remonter la pente et te remettre dans le truc, mais d'une autre manière. Mais avec le rap, ça nous l'a ramené. Moi, j'étais un radical, tu sais, j'aimais pas le rock, j'aimais pas les autres musiques. Et rencontrer les musiciens, ça m'a fait aimer. Le rap, ça m'a fait faire me remettre dans les mots, se dire tiens, je vais faire les mots fléchis dans le Parisien et se remettre dedans et reprendre le truc comme un jeu et c'est tu rattrapes un peu le retard. Que l'école, peut-être, t'avais pas suivi à ce moment-là, t'étais pas prêt. Ok, très bien. On avance, Fab sort son dernier album. Ouais, 2001, La Rage de dire. Voilà. Et après ça, il annonce donc qu'il arrête la musique. C'est même pas qu'il l'annonce, en fait. Je sais même pas comment, moi, je suis au courant de ça. Mais en tout cas, le mot tourne. Il l'a pas annoncé sur Twitter. Il l'a jamais annoncé, les gars. Ça n'existait pas. Si, il l'a annoncé. Il l'a annoncé sur Twitter. Raconte-moi. Parce que je me souviens même plus comment je l'ai appris. Mais je l'ai appris. Les gens, je dirais même, il a fait une interview une fois dans l'affiche. Ok. Où il disait, je ferai 3 albums et j'arrête. Mais ça, cette interview, quand il a fait, il a pas encore fait son dernier album, rien. Non. Ok. Donc, il prévoyait déjà ça, de sortir du rap. 3 albums et arrêter. Ok. La Rage de dire, c'est le 4e. Ouais. Tu vois, déjà, il a fait un album de plus de ce qu'il avait prévu dans son programme. Ok. Et 2001, il arrête, parce que, après, je peux pas parler à la place des gens. Bien sûr. Après, c'est mes impressions, c'est mes... Moi, j'ai besoin de savoir comment vous l'avez vécu, vous. C'est ça. Bah, le truc, c'est qu'il faut... moi, avec le recul, je vois les choses, comment elles se sont faites. Tu sais, Fab, s'il a arrêté, c'est parce qu'il est parti dans la religion. Ouais. Voilà, il a fait un arrêt, et c'est lui, là, il est parti dans l'islam, et donc, par rapport à ça, il a décidé de complètement stopper la musique, complètement stopper tout ce truc où il se retrouvait pas. Moi, comment je l'analyse? Je veux te dire, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans ce cadre-là, de rentrer dans une religion qui était dans le rap.
J'ai vu, moi, qu'après le film Malcolm X, quand Spike Lee a sorti le film Malcolm X, Ouais. il y a eu beaucoup de gens qui se sont, qui ont été aussi dans une quête d'identité. Il y en a qui sont partis sur l'afrocentrisme, il y en a qui sont partis, t'as des gens comme Kerry qui sont convertis, t'as des gens comme Diams, t'as des gens, t'en as eu plein. Ouais. Fab aussi. Ouais. Et, qui se sont plus retrouvés dans les valeurs de la musique, tout ça. Donc lui, il fait partie des gens qui ont dû faire ce choix-là. Ok. Et nous, on n'avait pas son âge, on n'avait pas sorti 4 albums, on n'avait pas fait autant de choses. On avait encore envie d'en faire, tu vois. Moi, je venais de sortir mon premier album, eux, ils avaient même pas sorti d'album. Bah, On se retrouve avec Fab qui m'appelle, tu vois, qui me dit ouais, voilà, moi, je veux tout arrêter et j'ai rencontré quelqu'un, je veux aller vivre au Canada avec la personne et faire et étudier la religion. ouais. Donc le gars fait un choix. Ok. Un choix que tu peux même pas juger. Bah ouais. Même si demain mon clé se dit moi ça y est là j'ai rencontré la femme de ma vie, je veux partir au Japon, est-ce que tu peux lui dire non C'est clair. Tu peux pas. C'est des choix personnels. Donc il est parti dans un choix personnel. Nous, ça nous a pas arrangé. Ouais, c'est sûr. Moclès, il travaillait au Puce, il a arrêté de travailler pour faire les tournées. Ouais. Donc t'as abandonné un peu ton travail, tu vois. Moi, j'ai repris aussi la fac. Je faisais une capacité de droit. Ouais. J'avais repris des cours, je reprenais des choses. Quand on te dit, ouais, là, il y a 40 dates qui arrivent, il y a une tournée, bon, ben, tu dois faire un choix, tu sais ça ou ça. On a tous arrêté ce qu'on faisait pour partir. Au final, un mois avant, il te dit, j'arrête tout. Donc tu perds 40 dates, c'était lui qui avait le plan. Les gens nous disent ouais, mais nous, s'il n'y a plus de Fab, ça nous intéresse pas. Tu sais, les organisateurs, ils disent ça. Ouais, parce que les organisateurs, ils mettaient Fab et la Secret Connection. Moi, je vais pas te mentir. Hein. Quand il annonce qu'il arrête, je me dis c'est fini pour la Secret Connection. Je me suis dit ça clairement. Bah ouais. Les gens, tu sais, ils voient que c'est le plus médiatisé et que nous, bon, on fait des choses. Tu peux bien aimer, peut-être un maxi, le machin, le truc, mais bon, ils se disent la pièce maîtresse n'est plus là, tu vois. Ouais. Ils se disent c'est l'équipe de France sans Zidane ou je sais pas, tu vois. Et c'est normal, c'est normal. Mais là aujourd'hui, il y a le recul et je vois t'en parles tranquillement. Mais à l'époque où ça arrive, tu le prends comment? Moi, je le prends comme un vrai défi et de toute façon, avec Fab, j'avais un problème de vision à cette époque-là. Parce que Fab, il a sorti tous ses albums en maison de disque. Ouais. Et moi, j'étais à fond dans l'indé. Ouais. Sortir des maxi en indé, vouloir sortir l'album Secret Selection 1, sortir un maxi qui réunissait tout ce qu'on avait fait sur maxi, justement les bouteilles de gaz, les tranchants, les parties de rien, sur un CD, et le produire nous-mêmes, et le distribuer chez Chronoax. Et lui, il était moins dans cette mouvance. Ouais. Il me disait, non, mais j'y crois pas. Il me disait, je n'y crois pas. Au Secret Selection 1, par exemple, qu'on a sorti. Ok. Il disait, ouais, mais j'y crois pas. Et pourtant, il y avait une grosse attente dessus, au final. Et je voyais qu'il était saoulé. Parce que l'industrie l'avait saoulé, parce qu'il avait fait des albums et que ça avait pas forcément marché. Je voyais que ça se passait pas forcément bien en interview. T'as vu, il y a eu le taratata, et qu'il commençait à être un peu allergique à tout ça. Je voyais parce que t'entendais aussi des critiques qui étaient dures sur Buffa parfois, tu vois, parce qu'aujourd'hui les gens ils sont bien beaux là. Moi j'allais vous poser cette question-là, mais mets les pieds dans le plat. Je suis totalement. Aujourd'hui, Fab, les gens. Voilà, c'est Fab aujourd'hui, c'est légende, etc., etc. Mais à l'époque. On le voyait pas comme ça. Ouais. Moi, je le voyais. Pour moi, ça a toujours été un mec très très fort et tout, tu vois. Mais quand j'entends aujourd'hui, il y en a, ils me font rigoler, tu vois. Ils étaient où? Voilà, à l'époque où ils sortaient les albums. Parce que quand les mecs faisaient 100 000, 200 000, Fab, il faisait 20, 30 000. Ouais. Donc, quand tu fais une fois, deux fois, trois fois, que tu as changé de maison de disque une fois, deux fois, trois fois, et même Fab, moi, je lui disais, voilà, moi, ce système il me plaît pas. On se retrouve dans tes clips. Il y a des acteurs, des mecs payés par la prod. On les connaît même pas, le mec dans le clip. Tu vois, ça me déplaisait, ce truc-là. Et je lui disais que dans l'indé, on s'y retrouverait plus. Toi, tu voulais prendre Fab et l'amener en indé, en fait. Ouais, moi je voulais qu'on fasse de l'indé, mais juste se faire distribuer, utiliser les réseaux pour. Bien sûr. Voilà, moi je voulais vraiment construire un truc autour de ça. Et c'est aussi là-dessus que vers la fin on s'est pas entendu, parce que moi le Secret Selection 1, je lui ai dit voilà, l'argent de la caisse, on le prend. Et tu vois, on avait monté une caisse au début avec mon premier mini album. Ok. Et c'est avec ça qu'on a produit le bouteille de gaz, le parti de rien, le tranchant, tous nos maxi vinyles. Donc je lui ai dit voilà, toi tu vas partir au Canada, tu vas faire ta vie. On est parti le voir avec Butch. On
dit voilà, on prend la caisse, on fait moitié-moitié, tu prends ta part, on prend notre part, et nous, à partir dans une nouvelle aventure qui va s'appeler l'indépendance. Et on va produire Secret Sélection 1, et on va produire l'album Du Mal à se confier. Et c'est reparti avec une nouvelle aventure, de retourner en studio, et de refaire cette fois Secret Connection, mais sans Fab. Et à partir du Mal à se confier, c'est, on va dire, tous les albums Secret Connection, il n'y a pas Fab dedans. L'album Du Mal à se confier, il n'est pas dedans, ni Vini Connu, il n'est pas dedans. Mais par contre, on a toutes les compiles Secret Sélection 1, Secret Sélection 2, Secret Sélection 3, parce qu'on a fait beaucoup de morceaux dans les compiles, on a fait beaucoup de maxi, on a fait tout ce qu'on avait éparpillé à gauche à droite, on les a réunis. Les Secret Sélection, c'était un peu les best-of de tout ce que vous avez fait à droite à gauche. Mais voilà, moi, c'est cette formule street album, street tape, je pensais qu'à l'époque, ça a pris. Et après, tout le monde l'a fait, hein. Justement, voilà, j'aimerais qu'on parle de ça. Comme je vous ai dit juste avant, moi, quand Fab, il part, je me dis, c'est fini pour la Scred. Et je me rends compte que vous êtes plus que vivant. Donc déjà, vous sortez donc les Secret Sélection. Du mal, notamment, du mal à se confier. Du mal à se confier. Franchement, quand il arrive, moi je l'écoute et je me dis et c'est vraiment là que je te découvre, Moclès. Vraiment, je me dis, le mec il écrit de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'était le fruit de toutes ces années, depuis que, voilà, on va dire avec Coma, avec Buffa, tout l'apprentissage, en fait, c'était pour ça. Tu vois, j'avais l'impression, tu vois, où on s'est formé à bien faire des chansons, à bien faire des refrains, à la thématique, etc. Tu vois, Coma, il a fait un gros travail aussi de thématique sur cet album. Il a dû ramener peut-être 70% des refrains. Ça devait être peut-être le réveil 2, en vrai, tu vois, du mal à se confier. Très bien. Le truc aussi, c'est que quand vous faites cet album, je commence à voir Secret Connection faire des concerts à droite à gauche, et au final, d'année en année, de plus en plus. Et il y a un truc qui est super important, c'est votre logo. Et vous allez commencer à faire du merchandising et qui va cartonner. Le logo, vous pouvez me raconter comment il est né, qui l'a fait? C'est pareil. Cette histoire de 92, 93, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et la technologie, elle y est pour beaucoup. Parce que c'est l'arrivée de Photoshop aussi. C'est l'arrivée, tu vois, d'avoir un ordinateur à la maison et de pouvoir, avec Butch, avec Fab, commencer à faire des graphismes, avoir ce logiciel, se former. Je t'avais tout ce qu'on n'avait pas fait à l'école. Justement, ce rattrapage que je te dis, qu'on a fait après. C'est aussi de se former au logiciel. Et de faire ses pochettes soi-même et donc tu vois, sur ça, le logo, tu vois, avec Fab, c'est du montage de récup qu'on a fait, le lettrage de ci, le dessin de ça, le machin, et on a remonté, tu vois, avec le Photoshop. Après le merchandising, voilà, c'est ce qui fait que aussi quand il n'y a pas de concert, quand il n'y a pas de truc, et ben on a pu aussi se faire connaître, avoir un vrai outil de promo. Quand tu vas dans une petite ville où tu lâches 20 concerts à un mec, une ville comme Sedan, 20 concerts Scred, 20 t-shirts Scred dans la ville, tu les vois. Hein. C'est clair. Dans la semaine, si t'en as lâché 20-30, tu vois, dans la ville piétonne, le machin, il y en a, tu vois, c'est des petites villes. Ça se voit quand tu... on a fait ce travail-là de street marketing. Mais c'est la discussion justement dont je te parle, que j'ai eu avec Fab. Avec Fab, Justement, le street marketing, l'indé, les t-shirts, créer cette économie-là. Mais t'as été au bout de ton idée, au final. Mais c'était pas que mon idée. Moi, je voyais que tout le monde le faisait. Que la Clica le faisait, que l'autre le faisait, que tout le monde. Et que le concept des maisons 10, c'était un vieux concept, et que fallait plus passer par eux pour aller se faire signer en artiste, se faire distribuer, que les mecs te choisissent tout ton truc, avoir des gens qui nous accompagnaient dans des concerts à l'autre bout de la France, on savait même pas c'est qui, il fallait toute la journée avec nous, c'est même pas c'était qui le gars, nous parle à peine, tu comprends? Alors ce système-là, c'est vrai, quand tu vends beaucoup de disques, ça va. Mais quand t'es dans ce système-là et que t'en vends pas beaucoup, c'est compliqué. À un moment, il y a et l'artiste, il peut mal le vivre. Bien sûr. Parce que faut le comprendre aussi. On te voit, puis après on te voit plus, puis après on te revoit. Et les mecs comme Fab, tu sais quoi, à un moment, faut prendre le métro, faut prendre le truc. C'est compliqué quand t'as vu ta gueule à la télé, tu vois. Faut le gérer tout ça dans ta tête. Et voilà, donc nous, on avait un mec qui était un peu connu, nous on était moyennement connus. Il y avait le système maison de disques, il y avait le système indépendant. Donc faire des choix. Des choix. Et lui aussi, sa spiritualité qui commençait à prendre de plus en plus de place. Et ça coordonnait pas forcément avec la musique, tu vois. Fab il est parti vivre au Canada et à un moment il est revenu en France. Vous l'avez revu depuis qu'il est revenu? Au début on s'est un peu écrit. Écrit. Mais vous l'avez jamais revu? Après, non. Ok. Non, parce que moi,
Par rapport à ce qu'il m'a Il écrit... traîne pas dans les casinos. Il traîne pas au cercle. Tu comprends? Par rapport... S'il jouerait au Moi, poker, par rapport on aux choses qu'il m'a écrit, tu vois, par rapport aux choses qu'il m'a écrit, c'est pas le milieu, ce milieu-là l'intéresse plus du tout. Il veut j'imagine plus bien. du tout. Ouais. Non, après je respecte, tu vois. Ouais, non, mais je me Moi, disais. pour ma part, quand Fab il avait arrêté, Ouais. franchement, j'étais un peu vénère de pas pouvoir faire un truc avec lui, tu vois, qu'il soit... En fait, j'étais plus dégoûté pour lui, de me dire, il sera pas avec nous dans le projet, parce que nous, on va le faire, le projet. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aurais trop kiffé que Fab y soit. Tu vois, mais quand Fab il a dit ouais j'arrête et qu'ils ont annulé toutes les dates de concert, ok, ça nous a mis un petit coup et tout, mais au fond on savait qu'on pouvait rebondir en vrai. Ce qui me fait plus chier, c'est qu'au final les meilleurs moments de la Scred, ils les ont pas vécu. Voilà. J'aurais trop kiffé vivre ça avec Beuva. Avec Fab, on a fait des concerts avec des salles à moitié vides, on a fait des trucs en demi-teinte, et alors que tout le bon il est venu après. Ouais. Tu sais, les salles du début à la fin qui sautent, qui connaissent toutes les paroles, tout le monde porte le t-shirt. Et même la reconnaissance, c'est aujourd'hui on te donne beaucoup plus d'amour avec les réseaux, les gens ils te renvoient beaucoup plus l'ascenseur, tu vois, beaucoup de gens ils nous ont donné. Il a pas pu connaître ça, c'est vrai. Ça, moi c'est voilà parce que. Mais ça s'est construit d'une autre manière. Bien sûr. Il a fallu traverser aussi le désert. Parce que là, après, du mal à se confier. L'époque 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, c'était un peu le désert. Ok. Tu sais, il y a eu un switch aussi au niveau du rap. Où tout il y a eu a changé. Ce qu'ils ont appelé la dirty, le machin avant la trappe. Il y a eu ces mouvements-là. Et tu te poses la question si tu suis ou pas. Et déjà, vous aviez quand même un slogan. Voilà. Ok. Qui fait que vous pouviez pas suivre. On était dans un entre-deux à ce moment-là, tu vois. Il y avait le premier virage aussi, c'était le virage Internet. Voilà. Parce que déjà, frérot, avec MySpace, moi je me souviens très bien. D'ailleurs, je le dédicace, Showmix, si tu m'entends, frérot, big up à toi. Parce que tu vois, à l'époque où c'était du chinois, tout ça, là, moi je me souviens, un mec, il est venu, il m'a dit, frérot, moi j'étais sur MSN. Coma aussi, on avait que MSN et tout. Et il vient, il me dit, il y a un truc qui s'appelle MySpace. Je lui dis, écoute, frère, moi, je comprends rien du tout. Il m'a dit, je vais tout vous créer, je vais tout vous envoyer vos codes. Il a tout fait, il nous a tout envoyé. De là, on s'est habitué à avoir des blogs, des trucs. Qu'est-ce que c'est que un message? Lui, t'as un ami. Tu te rappelles, là, tu devais choisir tes amis et tout. C'était nos premiers... Tu comprends, c'était les premières pierres d'Internet. Et c'était important de prendre ce virage. Mais c'était super important pour nous de faire cette démarche, de franchir ce cap. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est CM malgré nous. Voilà, on gère les réseaux comme personne. On est à la pointe de la technologie. On est sur Twitter, on est sur un Insta, on est sur Snap. Donc, tu vois, ça nous a permis de rester actuel et de communiquer. Et même si notre dernier album il date de 2009, les gens ils ont l'impression vous êtes toujours là. On est toujours là. Grâce au réseau. Et à la communication et au fait que on n'ait pas lâché ce truc-là, tu vois. Ça c'était aussi une grande chance pour nous qu'on ait pris un abonnement parce que je me souviens quand on avait un appart en commun, on avait un abonnement avec un ordi et c'était pas donné à tout le monde. Tu sais que je me souviens, il y avait les moteurs là de recherche tout bidon où nous on tapait Secret Connexion pour voir le peu de trucs où on parlait de nous, tu vois. Mais ce virage-là, franchement, super important. Après, le deuxième virage musical dont Coma il parle, c'est le virage sample compo où les mecs, tout le monde se prenait pour Mozart là, et qu'on a reçu des instrus de Laisse tomber pendant 10 ans. Et moi, il y a un truc aussi, j'ai l'impression, et vous allez me dire ce que c'est. J'ai l'impression que vous étiez mis de côté. Alors, je sais pas si c'est vous qui vous êtes mis de côté par rapport au rap game ou c'est le rap game qui vous a mis de côté. Déjà, est-ce que vous avez ressenti ça? Que vous étiez dans un autre couloir. C'était un choix, on sortait pas de chez nous. C'est simple. On restait chez nous, on se levait le matin, on écrivait des textes et on dormait. Il y a un projet. On se mélangeait pas, on voulait pas trop se mélanger. Je sais plus c'est lequel, Indompté ou... Il y a un projet, je regardais les featuring. Que les gens de notre quartier. Exactement. Il y avait que les mecs du quartier. Ça, c'est un parti. C'est un choix. C'est parce qu'on s'est dit, tous les jours, on sort de chez nous, on croise les mecs, ils sont là. T'imagines, tu sors ton album. C'est l'expérience aussi d'avoir fait des featuring avec des autres gens avant. Et que les gens, des fois, ils te renvoient pas leur featuring. Ou des gens, ils te rappellent plus. Ils t'appellent tous les jours pour le feat pendant 3 mois. Et une fois qu'ils ont eu leur feat, t'as plus jamais de nouvelles. Très, très fréquent dans la française. Tu te dis, est-ce que c'est pas mieux de faire
faire un featuring avec des petits, même s'il rappe moins bien, même s'il est pas connu, mais lui, je vais le voir encore pendant 10 ou 15 ans dans ma vie, je vais le croiser tous les jours. Et en plus, il va m'en vouloir de pas avoir fait un featuring avec lui, et d'avoir fait avec un mec que je connais pas et qui me rappelle plus. C'est vrai. Tu vois. Pour nous, le rap, c'est ça en fait. Tu vois, c'est pas que du business et que du. Il y a pas que ça. Ok, tu peux kiffer un artiste et tout, faire un featuring avec lui, mais toute la partie web, business, etc. pour que on invite des mecs pour. Non. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que ça vous a sauvé en fait de vous être mis sur le côté comme ça. Vous avez créé un autre couloir. Possible. Où vous vous en sortez très bien. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Il y en a plein qui nous l'avaient reproché à l'époque. Hein. À l'époque, mais au final, je trouve que ça a payé. Ouais. Je le répète encore, moi, il y a eu une période, je voyais tout le temps la Scred en concert dans telle ville de province, la Scred en concert là où il y avait des mecs qui passaient à la radio, radio nationale, toute la journée, ils n'arrivaient pas à voir de tournée. Je suis totalement d'accord, c'est vrai. Et je pense que c'est ce truc-là, en fait, qui vous a sauvé aussi, où vous aviez une place à part. La Scred, eux ils sont là et vas-y, nous on veut un concert de la Scred. On a travaillé un réseau avec le temps, justement ce truc d'indépendance, c'était de travailler un réseau, puis de travailler avec les petits organisateurs, les moyens, les assos, les MJC, avec tout le monde, on n'a jamais dit non en fait. Le truc, il y en a qui à l'époque étaient petits, on leur a pas dit non, puis aussi qu'on grossit avec le temps. Exactement, et qui sont souvenus que. Il y a aussi ça. Et aussi, le fait d'être indépendant, ça te fait garder tout le temps le même réseau. Parce que si t'as des gens qui te gèrent, s'ils te changent ces gens-là, après tu perds tout. C'est vrai. Mais nous, tu vois, voilà, comme il te disait, les gars, on par exemple, là, la Belle Valette, là, le festival, on a fait le premier. Et je peux t'en citer, moi, des trucs où on était les premiers. Hein. On était la première facture des mecs qui aujourd'hui pèsent dans la fabrication des CD de rap ou des vinyles. C'est nous, on a fait la première facture des mecs. On leur a fait confiance. Enfin, c'est nous, on était leurs premiers clients. Souvent, on est les premiers pour des gens, tu vois, premier festival, premier truc, premier beatmaker, et peut te dire qu'on scalp là-bas. Tu vois. Non, on n'attend pas que les gens ils brillent pour aller vers eux. Tu vois, au contraire, plus tu brilles, moins on va venir vers toi, en fait. Mais t'as vu, les gens. Ils font quelque chose d'intéressant, nous on va s'intéresser, on va garder le contact, on va être correct. Donc quand on va aller à un endroit, on va pas le salir pour partir parce que on va revenir. C'est ça qu'on se dit. Mais c'est important. C'est des trucs de base, c'est ça ce que tu dis. Hein. Mais ça c'est l'éducation, ça c'est nos parents nous ont appris ça. C'est super important. On va pas chier là où on va. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. En plus c'est nos mères qui nettoient après. C'est nos mères qui nettoient les hôtels, qui nettoient les. Il y a plein de trucs qu'on fait pas. Tu vois. C'est vrai. Et ça nous a servi ces trucs-là de garder le contact avec des mecs et d'aller faire des petites mixtapes. Tous les mecs là qui nous ont invités, t'es pas connu, vas-y, moi je viens. Vas-y. Il y a même des mecs, Erkan de Perpignan, un pote, il me dit, mais je comprends pas, Moclès, t'es venu il y a 20 ans chez moi, je te connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je dis, frère, moi j'avais envie de faire de la musique, j'avais envie de rencontrer des gens. Tu m'as invité chez toi. Même nous, ils se rendent pas compte, mais on a toujours kiffé. T'es là, on te paye le train, l'autre il t'invite chez lui, l'autre il truc reste 3 jours, et l'autre il te donne du pilon, et l'autre il c'est une espèce cool. C'est cool. Voilà, tu vois. C'est cool le rap, ça. Et ce rythme-là, voilà, tu peux le kiffer tranquille et sans te prendre la tête et tu peux en faire 20-25 ans comme ça. Vous avez déjà été approché par une major, quelqu'un qui voulait vous signer? Récupérer un peu votre travail. Oui, bien sûr. On a déjà discuté avec ces gens. Je parle pas du début avec Fab, je parle de Scred Connexion, vous avez fait le truc. On a déjà été au bureau d'Universal, discuté avec Olivier Vénus, avec de Burtel, tout le monde. Tu sais, ils ont leur vision, on a une vision. On veut bien travailler avec les gens, mais il faut qu'ils s'adaptent à notre vision, c'est tout. On a une histoire, on a une façon de faire. Ils ont leur méthode de travail, nous on en a une autre. On a travaillé avec des gens en distrib, tu vois, il y a des choses qu'on peut pas faire. Nous, un jour J, placer 10 000 CD en un jour, on n'est pas capable, donc il faut faire bien appel à des gens. Bien sûr. Tout ce qu'on peut pas faire, on va le demander aux autres. Mais bien sûr, après... En tout cas, vous avez gardé votre machine, vous êtes toujours indépendant. J'aimerais, Moclès, que tu me parles de ce projet qu'il y a eu entre toi, Despo et Gizmo. Comment ça arrivé? Moi, j'allais souvent voir Yoni et Willy dans leur studio.
Et je passais là-bas et tout, tous les soirs et tout, à un moment. Et il y avait... Willy de Barbès. Hein, Willy, c'est mon voisin. C'est ton mon voisin de mon immeuble. Et en plus, son grand frère, c'est mon meilleur ami, tu vois. Ok. Ah ouais. Voilà. Donc, on se connaît depuis toujours. Moi, je le connais depuis qu'il est bébé, tu vois. Ok. Et Yoni, c'est un mec du collège Max Dormois. Tu vois, nous, on a Barbès. Et Yoni, c'est un mec de Max Do. C'est un pote à nous, en fait. On le connaît. Donc, moi, Yoni, Willy, je les connais super bien, tu vois. C'est nous, on les a branchés pour faire YW. Voilà. On les a présentés l'un à l'autre. Enfin, on n'a même pas besoin. On est beaucoup de premières. Tu vois, ouais, c'est ce qu'il disait. Et de là, moi, je passe régulièrement, tout ça là-bas et tout. Et toujours, j'étais en mode d'écriture et tout. Et on joue à la play et tout. C'était galère à un moment. Ouais. Là, tu galères, tu joues à la play. Moi, j'arrive, les gars, venez, on fait un morceau. À Gizmo, il y avait Gizmo. Et il y avait même demi-portion ce jour-là. Qui passait aussi. Et il y avait demi-portion. Je leur ai dit, venez, on fait tous un morceau. On en a fait un. Et le lendemain, plutôt que jouer à la console, je dis, venez, on fait un deuxième. Et un troisième. Et un quatrième. Tu vois, après, on avait 4 morceaux. Après, je leur ai dit, ouais, les gars, ça vous dit, on fait un projet à 3? Tout simplement. Puisqu'il y avait que Despo et Gizmo qui étaient là les autres jours, tu vois, parce que 2000 était rentré, tu vois. Et après, j'ai dit, Willy, ça te dirait et tout, vous produisez un projet? Après, ils ont dit, ouais, tac. Ça s'est fait comme ça. Comme ça. Voilà. Il n'y a pas eu de... Ça, c'est moi qui ai sorti l'idée. Voilà. C'était pas un truc non, c'était un truc de... pensé et tout. Il n'y a rien de pensé, c'était freestyle. Si on galère, on fait des morceaux, vas-y, plutôt de galérer, viens, on fait un truc. Super. Tu gardes quoi comme souvenir de ce projet? Franchement, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé ce mélange. En fait, tu vois... Le peura, pour moi, c'est le faire avec les autres, tu vois. J'ai eu ma partie solo pour évoluer, c'est bon, j'ai eu le niveau que je voulais, rapper bien. Et voilà, maintenant, je veux le faire avec les autres, tu vois. Le partage. Et c'est pour ça que j'ai aimé me mélanger avec Despo, qui est pour moi un rappeur légendaire. Gizmo, pareil, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'était une expérience pour moi, mélanger des styles. Et je regrette pas, j'ai kiffé. Mais si t'as à refaire, je le referai. Super, très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la Secret Boutique. Moi, je vous vois comme des grands débrouillards depuis toujours. Mais là, carrément, vous faites une boutique et elle est dans votre coin, dans le 18e. Si vous pouvez me dire comment c'est arrivé, comment l'idée est arrivée et comment vous l'avez créée, comment vous l'avez fait. L'idée, c'est que au départ, moi, t'es au rez-de-chaussée. T'es venu chez moi. Des gens qui venaient comme ça, chez moi, que tapaient à la fenêtre, j'avais tous les jours. Salut, 9h du matin. Ouais, je viens de Strasbourg. Ouais, salut, je viens de Lille. Et ils venaient pourquoi? Ils venaient pour nous rencontrer. Pour leur donner son maxi. Me donner un truc. Me demander un featuring. Voir l'autre. Des mecs, on avait créé une proximité. Avec je crois que je suis déjà venu. Tu sais, avec nos concerts, avec les rencontres. Je suis déjà venu au rez-de-chaussée. Tu sais, après les concerts, on échangeait avec les gens derrière les loges, avec les trucs. Des fois, on restait 1 jour, 2 jours chez des gars. On dit, quand tu montes à Paris, passe, et ainsi de suite. Et à le faire. Ça, c'est fait. Et les gens, ils venaient nous voir. Ils arrivaient à Barbès, au Square Léon. Tu sais, ils avaient vu dans le disque, Square Léon, rue Mira. Là, on les trouve où, la Secret? Ils habitent là-bas, là, à l'église, tu vois, au rez-de-chaussée. Et les mecs... d'un mec à un mec, ils arrivaient jusqu'à ma fenêtre. Et c'était tous les jours, et c'était tout le temps. Je suis obligé de t'arrêter, parce que il y a des trucs qui reviennent dans ma tête. Il y a un moment, t'avais un problème au pied, t'avais une chaussure orthopédique, tu te rappelles? Ouais. Moi? Pas moi. Tu te rappelles pas de ça? Moi, j'ai eu un plâtre un jour, je cassé la jambe, mais non. Non, possible. Ah bon? À un moment, t'as eu un problème à la jambe. Et je t'ai venu te voir, je me rappelle. Peut-être, mais quand j'ai cassé la jambe. Il me semble que c'était l'époque de tes rez-de-chaussée, Si. Si, sûrement. Je pense, ça me dit ça. Bref, c'était... C'est la blessure en Coupe du Monde Ouais, les ligaments, tu connais. C'est possible, Non, il n'y a pas de problème. Non, mais je me suis cassé la jambe gauche. Non, je pense que cette période-là, j'étais venu, je crois. Mais bref, reprenons. Donc, tu me disais, les gens, ils viennent te voir, ils t'abordent, échange, vous discutez, tout ça. Non, voilà. Et de là, nous, t'as vu, on a reçu les gens. Et moi, t'as vu, avec Moclès et tout, à cette époque-là, on commence à développer aussi notre merch, tu vois. Même avant, parce que déjà à l'époque, il y avait Butch et Asdin qui s'occupaient du merchandising chez nous. Parce que nous, on s'en occupait pas. En vrai, au début. Mais c'était pas le merch. Quand je dis merchandising, ils s'occupaient d'un peu de t-shirt, tu vois. On va dire, ils s'occupaient. Ils avaient un petit lot, ils s'en occupaient, tu vois. Voilà, et c'était eux qui géraient cette partie-là pendant je sais pas combien de temps, non, de
3-4 Ouais, ans. voilà. Puis nous, pareil, on mettait les coups de main. C'est-à-dire, Voilà, nous, on allait, on portait, on emmenait dans les boutiques, on emmenait dans les trucs, etc. Puis c'est Texaco qui m'a montré, moi, ces choses-là. Je ne connaissais pas, moi, d'aller au hall, déposer des vinyles chez LTD, des beaux ventes et chez, tout, tralala. chez Equirock, chez Equivox, chez T-Max, chez toutes les boutiques qui nous ont... Au départ, tu sais, c'est le premier boutique qu'on a eu là-bas, c'est Equirock, c'est Patrick, de Rumble, avec Mazer et tout. Lui, c'est le premier mec qui nous a pris des t-shirts là-bas dans ses boutiques. Et aussi, c'est comme ça qu'on a appris. Moi, Texaco, il m'a amené avec lui quand il allait faire sa tournée de déposer les mixtapes de l'autre, de l'autre. C'est là que j'ai repéré qu'il y avait une économie. Il y a un circuit. Il y a un circuit, Opus, tu vois. Et puis on a continué avec nos trucs à nous à le faire. On a déposé des CD, des t-shirts. On l'a fait pendant des années. Après, nous, on avait de la marchandise et on avait en fait un petit réseau. Par exemple, tu vois, pour la Suisse, on avait un mec. Pour la Belgique, on avait un autre mec. Pour le Nord, on avait un mec. Pour le Sud, on avait un mec. Pour Paris, on avait un mec. Pour les puces, il y avait un autre. Donc, tout ça. Quand t'as une collection, tu prends la nouvelle collection, les nouvelles couleurs, tu déposes à tous ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, en fait, ça s'est développé comme ça. Après, les gens, ils ont commencé à avoir nos t-shirts un peu partout, puisqu'ils se développent. Et de là, il y a des mecs qui sont venus nous demander. Je vais te donner un exemple. Un mec comme X-Phase, paix à son âme. Un des premiers gars qui a créé Internet. Des sites Internet. Bien. Un des gars qui nous a beaucoup appris à beaucoup de mecs dans l'indé. Il a mis beaucoup de mecs en lumière. Trop en avance. X-Phase, Béranger, paix à son âme. Et lui, je me souviens, il venait chez moi, frérot, il venait avec sa petite feuille, il prenait des 20 suites, des 50 t-shirts. Et ça représente de l'oseille. Bien sûr. Donc, tu vois, il passait presque 2 fois par semaine. Tu vois, moi, j'avais. Et il vendait tout. Et il vendait tout sur son site internet. Donc, on avait ce réseau-là. On avait réseau à droite, à gauche, et plus nous. On a un peu le sens des affaires, tu vois ce que je veux dire? Frérot, tu l'as pris en bleu, je vais te faire du violet. Tu l'as pris en violet, je vais te faire du jaune. Tu l'as fait en jaune, je vais te le faire en truc. Nous aussi, on peut développer. La Besbar qu'on apprend la Bebar. Voilà. mais là, c'est pas la Bebar, c'est du business. Exact. Mais c'est aussi à Clémenceau qu'on a appris au collège. Et c'est comme ça qu'on développe justement ce côté merchandising où on se dit tiens, il faut qu'on fasse aussi nos phrases, jamais dans la tendance, les phrases de la scred. Ah, on est le carré d'as, tiens, on va faire modèle carré d'as. Et là on ramène des couleurs, des nouveaux logos, et on a toujours été proche aussi de tous ces mecs qui font des dessins. Tu vois, la porte a toujours resté ouverte. Moi je viens du graffiti. En plus, tu vois, j'ai toujours eu ces contacts des potes qui étaient là-dedans, qui te ramènent un dessin, un tableau, un truc. Et même au départ, quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, j'ai toujours été marqué par ça, quoi. Toujours été marqué par les mecs devant. L'autre, il avait son t-shirt Iron Maiden, l'autre AC/DC, l'autre, il était avec un aigle derrière, un machin. Et le merchandising dans le rock et tout. Il rigolait pas. Ça m'a toujours marqué, tu vois. Du tout. Ça m'a toujours. Je me disais qu'un groupe de musique, il a son logo, il a son t-shirt. Après, ça arrivait dans le rap américain, Cypress, Wu-Tang, Onyx, Naughty by Nature. Et nous, on a toujours un peu imité ce qui se faisait. Donc, on a pris on a fait la même chose. Mais le magasin, du coup, il vient comment? Le magasin, il vient à cause de Moclès. Non, mais à la base, faut pas oublier que nous, on avait déjà créé un site en 2000. En 2000, on avait déjà notre site. C'était un truc de ouf, frérot. C'était un métro. Chacun, on avait notre station de métro. Tu vois ce que je veux dire? On avait un espace boutique. C'était un truc franchement super bien fait. Hélas, il a jamais vu le jour parce que c'était pas comme aujourd'hui, ça changeait tellement, etc. Trop tôt. On était trop tôt. On était en quoi, comme à 2000? Ouais, c'était trop tôt. C'est clair. Tu vois, et donc dessus on avait une boutique en ligne, etc. Même PayPal, ça existait pas, je crois. Enfin, je sais pas. Non. Et donc c'est ça aussi qui a accéléré la donne. Dans 2012-2013, c'était la sécurisation du paiement, tout ça, ça a permis de pouvoir avoir un site qui fonctionne. Là où peut-être X-Phase avec 10 ans avant, c'était pas bon parce que les gens payaient à carte bleue, c'était pas ça, parce qu'il y avait pas PayPal, donc nous on est arrivé aussi avec le bon moment de la technologie. Mais avoir un site internet, ça nous faisait avoir du stock, et le stock on
stocker chez Moclès, chez ses parents. Et à un moment, t'as des cartons partout. Et un jour, il te dit, ouais, il y a la CAF, il me contrôle par rapport à... C'est pas ça. C'est pas celle-là? C'est pas la CAF. C'est pas qui, là? Par rapport à... Pas des problèmes. Il me faut pas qui, non, mais par rapport à la place. Comme moi, j'étais pour stocker ta marchandise chez toi. Et si t'as une chambre, t'as pas assez de chambre, tu vois. Il faut de la place, quoi. Il nous fallait un endroit. Ouais. Voilà. Donc tu voulais dire, Moclès? Ouais, non, je voulais dire que nous, le côté business du t-shirt, enfin la vente du textile, et ça a toujours existé chez nous, en réalité. Ouais. C'est juste l'organisation qui a changé, tu vois. À l'époque, nous, on vendait sur Just Like, sur des sites un peu comme ça, tu vois. Il y avait même la boutique officielle qui faisait presque que ça, tu vois. Et nous, on est arrivé un peu après ça. Ouais. On va dire. C'est Coma qui me dit que voilà, il faut qu'on fasse notre site internet et qu'on vende nos trucs. Et il me dit à moi, ouais, est-ce que je veux faire ça avec lui, tu vois. C'est pour ça qu'on est deux sur ce coup-là, parce que ouais, on était plus motivés à faire tout ce travail-là, tu vois. Okay. De là, on a beaucoup de cartons à la maison, tu vois ce que je veux dire. Et ça a toujours été aussi dans ma tête, moi, tu sais, avant je travaillais au Puce et tout, j'avais une boutique de basket et tout. Et le fait de créer un lieu où tu pouvais recevoir des gens, c'est une autre orga, c'est un autre développement et tout. Et un jour, je passe devant... non, je regarde sur le Bon Coin, je trouve un lieu. À la base, ça devait être juste pour stocker, en fait. C'était pas une boutique où on pouvait accueillir du monde. On cherchait un lieu de stockage. Et de là, je montre à Coma et tout, et il me dit non, faut qu'on le prenne et tout. Vas-y, je me souviens, c'était le 1er décembre, tu vois. Ouais, c'est pour désengorger. Ouais, parce que désengorger chez moi, c'était plus possible. Il y avait trop de trucs, il y avait trop de pulls, je pouvais même pas circuler dans ma chambre et tout. Et de là, on s'est dit ouais, vas-y, on va prendre la boutique et tout. On va prendre un lieu. Le lieu, et on a trouvé le 80 rue Marcadet. C'est ça, pas loin de là où vous avez grandi, en fait. Ouais. C'est ça qui est fou. Très bien. Après, c'est un petit lieu, c'est petit, tu vois. Plus grand, mais après, maintenant qu'on a développé pendant des années une adresse, un truc, c'est dur de partir, tu vois, quand t'as fait faire des habitudes aux gens. Et puis, t'as une histoire, t'as tous les graffeurs qui nous ont fait des petites signatures à gauche, à droite, à machin. Et il vaut plus cher le lieu maintenant. C'est clair. Les mecs, le jour, il va retrouver le truc. Et tu sais, voilà, le développement, il s'est fait aussi que nous, on vendait, avant qu'on ait la boutique, on s'est diversifié. Je sais que Coma, il me disait ouais, Moclès et tout, faut pas qu'on vende que nos trucs et tout. Je dis ouais, t'as raison, faut pas qu'on vende que nos trucs. Et viens, on demande à nos copains là, les rappeurs, qui nous donnent leurs CD et leurs textiles. Et de là, on a. Je vais faire un truc à la Ticarette, moi. C'est ça que j'ai dit. Et de là, on vend lui, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Tu vois ce que je veux dire. Et pas que de la sape, aussi des bouquins, des vinyles, et tout ce qui est autour la culture, du hip-hop. Des gens qui ont des idées, tous les mecs qui nous ont ramené des dessins, au lieu de les mettre dans un tiroir et les dormir à la maison, viens, on fait quelque chose avec. Ça, c'est venu un peu après. Ça, c'est venu un peu après parce que quand on a créé la boutique, on fabriquait chez des sous-traitants. C'est-à-dire que nous, quand on lançait une collection, il fallait qu'on la fabrique chez un mec et on dépendait. On était dépendant. On avait une production, on n'était pas indépendant dans notre production de textile. Tu vois. Une année après notre ouverture de boutique, on a eu une opportunité d'avoir des machines et un autre lieu. Et de là, on a investi dans un autre lieu et on a commencé à produire notre production. C'est-à-dire que tous nos t-shirts Scred, toutes nos collections, elles étaient faites par nous. C'est vous qui fabriquez. On fabriquait tout. Et de là, on s'est dit, pourquoi pas, vu qu'on a posé, comme Coma dit, l'expression des rails pour nous. Et qu'on a posé notre wagon et que ça tourne, que ça roule. Maintenant, on va prendre le wagon des rappeurs, puisque nous, on a posé les rails, on va poser le wagon des autres rappeurs sur nos rails. Il n'y a plus qu'à faire circuler les trains. Et on se fait circuler, des idées, tu vois. On a un réseau, on a un site, on a une boutique, on a une interactivité avec les gens, on peut fabriquer à flux tendu, on peut être et notre premier partenaire, c'était Expression Directe, tu vois. Ça me fait grave plaisir pour l'anecdote et tout. C'est ouf. Voilà, c'était les frérots d'Express D, Woody, qui nous a grave fait confiance, avec Kurtra aussi. Et ils nous ont confié leur logo
tenez les mecs, Voilà. on vous fait confiance. Après, tu te dis quand même, ouais, j'ai quand même une responsabilité, faut que je sois transparent, faut que je sois, enfin, j'ai toujours été transparent et honnête, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu de problème là-dessus. Ouais. Mais parce que là, quand il faut prouver, faut montrer. deux robots de baseball. Ouais, voilà, tu vois. Ça, faut un peu plus faut un peu plus argumenter que faut d'habitude. montrer. Non, mais je pense que les gens, ils nous font grave confiance et tout. Voilà, je pense que Ça, c'est très bien. c'est important. Ça Et fait combien de temps qu'elle existe, cette boutique, aujourd'hui? 7 ans maintenant. Ah ouais. 7 ans en vrai, en physique, mais on va dire 10 ans en ligne. Ouais, bah ouais. Oui, et 20 ans le textile, tu vois. Nos premiers puis c'est t-shirts. aussi Fab, un média. Fab portait du scred. Ouais. Fab était un mec qui kiffait porter Mais du scred. à la base, on Il se a prenait fait la 4 tête, t-shirts. il voulait tout le temps. On a fait Super. 4 t-shirts au début, c'était pour pour nous. Et Ok. après, on est monté sur scène. Après, les mecs du quartier en voulaient. Après, le quartier à côté. C'est de là. Après, et petit à petit, tu vois. Mais à la Ok. base, c'est pour nous. Hein. Ok. C'est pas pour vendre au départ. C'est dingue. Magnifique, en tout cas. Le Scred Festival, parce que vous avez tout fait. En Scred, il y a tout. Vous pouvez me parler Voilà, du Scred Festival? C'était parti d'un anniversaire. On voulait faire 18 ans, 18e. Et puis réunir tous les mecs avec qui on avait bossé pendant des années. Un espèce de petit jubilé pour nous, tu vois. De se dire, bon, on commence à être vieux. Ça va être bientôt la fin. Ça serait bien de faire un truc où il y a tout le monde. Et même ceux avec qui on a eu des embrouilles, ben, on va les appeler. Allô, Busta. Ouais, te rappelles, il y a 10 ans, c'est pris la gueule pour ci, pour ça. Busta est venu ici, nous a rappelé ça. Il nous en a parlé. On a grandi. Maintenant, on peut en rigoler de tout ça. Ouais, mais c'est bien que ça se termine comme ça. Viens au festival, t'es le bienvenu. Ouais. Et lui, il est venu. C'est cool. Ali, pareil. Allô, on s'est pris la tête il y a 10-15 ans pour nanani. On a grandi aujourd'hui. En vrai, on a fait du chemin. Réconciliation festival. C'est beau, c'est beau. Moi, je suis d'accord avec ça, moi. Et voilà, on avait 20 piges. Aujourd'hui, on en a 40, 45 et 50 et machin. Voilà, et même il y a des gens, t'as vu, voilà, viens, ramène-moi tes CD à la boutique, même si on s'est bagarré à 15 ans. Et tu sais, on n'a pas fait une boutique pour faire la douane et dire, toi, tu nous as fait ça il y a 15 ans, alors, on ça, on prend n'aime pas pas ton ça. truc. C'est mieux toi, que on s'est ça, pris c'est la bien. tête. Alors non, on n'est pas des douaniers, tu vois, on sait pas. Et puis c'est bon, on grandit, tout Voilà. ça. Je suis Dans le d'accord avec délire. ça, moi. C'est bien. Il y a un album de la Scred qui des plane morceaux. dans l'air, qui pourrait arriver ou quoi? On fait Peut-être. plus d'albums aujourd'hui, c'est du titre par titre. Hein. Ouais. Un titre là, un titre là, un titre là. T'as vu, nous on fait nos trucs, on a grandi, tu sais, c'est du temps l'écriture. Hein. Tu sais, quand Ok. tu fais la boutique toute la journée, tout ce qu'on fait, après le soir écrire studio, c'est impossible. Ouais, Mais là, t'as vu, moi je sors un morceau dans un mois. Ok. Et un deuxième Après, on dans a votre des cave. trucs dans le disque dur. Voilà. Ok. On a des trucs dans le disque dur et parfois on peut se faire des petites sessions, des petites sessions écriture. Morad, Haroun, tout ça, vous les voyez toujours? Bah, Mourad, là, il vient de sortir son clip, là, il y a même pas, il y a un mois, il a sorti un petit truc pareil, c'est des petits trucs que tu fais de temps en temps, une petite vidéo, clip, machin. Haroun, lui, il fait ses ateliers écriture, puis il fait ses allers-retours entre ici et Lausanne et ses connexions, voilà, tu sais, c'est Vous allez pareil. peut-être m'éclairer. À un moment, j'entendais dire que Haroun, il devait produire un album d'Aketo. Kaketo, voilà, ils font leur business ensemble. Il est où cet Voilà. album? Ah ouais, bah peut-être qu'il va voir le jour. Hein. Ouais. Ouais, voilà, donc c'est pareil, t'as vu ça, c'est tous les Français, le petit clic français-suisse. Ouais, qui portait là-bas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, et depuis des années, hein, ça a toujours été comme ça. Hein. Toujours. Fab, c'est. Et Bah dès ouais, qu'on sans découvre la sens Suisse, unique. Fab, il a c'est ça le problème des ouvert Français. le chemin. Tu vois, les Français, dès qu'ils découvrent la Suisse, Ouais, ils foutent un bordel là-bas. Mais je me rappelle d'une phrase de puis il y en a plein qui sont Ekoué, restés. Hein. qui avait dit, si j'avais su, j'aurais fait comme Buffa. Je serais allé en Suisse pour prendre ma part de chocolat. J'étais mort de rire. Ouais, il a tué. Magnifique. Non, mais c'est voilà, la Suisse, la Belgique, tous les pays francophones, franchement, pareil, on a toujours été bien accueillis, le Canada, tous ces endroits-là. Voilà, ça nous a permis, le Pora nous a permis de bien bouger, franchement. Non, c'est clair. Et de bien kiffer. En tout cas, pour moi, vous êtes vraiment des exemples de ce qu'on appelle au début débrouillardise. Aujourd'hui, vous êtes des businessmen, les mecs, des entrepreneurs, clairement. Ouais, mais tu sais, aux États-Unis, des mecs comme nous, il y en a tous les coins de rue. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup en Tu France. sais, des mecs qui montent un... C'est ça le truc. Et après, on a un âge driver. Ouais. Après, nous, on le fait à notre niveau. Mhm. Mais je pense que ça aurait dû être fait avant C'est vrai. de contrôler cette culture. C'est-à-dire que ce soit les médias. Ouais, moi, ça me saoule quand je vois des trucs qui sont pas contrôlés par nous et tout. Ouais. Ou que je vois des anciens qui galèrent, en fait, et qui ont eu l'opportunité de... Et qui attendent encore de la part de quelqu'un. Ouais, Non, mais, enfin bref. Je veux dire, c'est aujourd'hui, ça fait. Il y a eu des gens qui ont eu des choses dans les mains et qui ont monté très haut et qui n'ont pas eu l'initiative de monter des radios, des chaînes, et voilà, tu vois, on est toujours à courir derrière
le truc, et c'est des gens qui contrôlent cette culture, alors que, et en plus, on leur a ramené les clés en main, tu vois. C'est vrai. C'est nous, on leur a ramené un public, oui. on a été faire des freestyles dans leurs médias, on a été faire des interviews, on a été faire des concerts, on a donné les clés à Skyrock, on a donné les clés à la boutique officielle, on a donné les clés à Live Nation, on a donné les clés à... C'est avec notre contenu qu'ils ont fait tout ça, tu sais. Et à la fin, on contrôle rien du tout. Et nous, à notre niveau, on essaie de reprendre un peu de terrain, tu vois, en contrôlant notre truc, tu vois, en recréant un peu de mousse, mais tu sais, en face, c'est de la grosse industrie. Donc maintenant, tu sais, c'est plié. Ouais, mais je pense que ce que vous avez fait, vous, ça va créer des vocations, et je le vois. Moi, quand je suis là, il y a même pas une semaine, je suis passé à la Scred Boutique pour la première fois. Et je voyais tous les jeunes rappeurs qui étaient là, parce qu'il y avait un open mic et tout. Je voyais comment ils vous regardaient, comment ils regardaient l'endroit, comment après ils repostaient sur les réseaux sociaux et tout. Je peux vous jurer que ce que vous faites là, ça va servir vraiment à la puis après, jeune génération et tout. Tu sais, dans ce truc-là, c'est montré voilà, si t'as un jeune MC, t'as un groupe, fais ton merchandising, bien sûr. Tu fais ton streaming, tes machins, tu fais tes clips, tu fais tes concerts, ta propre économie, tu sans être... Nous, c'est ça qu'on... Tu vois, t'as des groupes, je vais t'en citer quelques-uns, tu vois, des mecs comme... des petits indépendants, Deux Mesures par exemple, tu vois, c'est des mecs qui sortent des albums. Quand t'as des groupes comme ça qui ont personne derrière, tu vois, qui passent à la boutique, qui me disent salut, est-ce que voilà, moi je viens déposer mon CD, je prends le temps pendant une petite demi-heure, tu vois. J'ai fait un petit listing avec plein de radios que je leur donne gratuit. C'est cool. Tu vois, je leur dis voilà, contacte lui, contacte elle, contacte lui, contacte etc. Tu vois, c'est pas des gros trucs, mais ça va peut-être t'occuper ta semaine de promo pendant 2-3 trucs. Bien sûr. Tu vas rencontrer l'autre. Je l'ai envoyé à Montpellier. Enfin, c'est des petites. Quand t'es jeune indépendant, t'as besoin de ça. Mais grave. Tu vois, les gars, je sais, ils me remercient, etc. Moi, je l'ai pas fait pour qu'ils me remercient. Je l'ai fait parce que ça fait partie d'un tout pour moi. Bien sûr. Tu vois. Et il y a pas que ça. Il y a pas que ces trucs-là qu'on peut faire. On peut faire encore des choses bien plus grandes, tu vois. Maintenant, je veux pas toutes citer, tu sais, on fait aussi de la promo, tu sais, comme on distribuait plus de 300 ou voire 500 commandes par mois, tu sais, on glisse des trucs dans chaque paquet, etc. On fait de la promo aussi ciblée comme ça, tu vois, pour certaines personnes. Mais c'est tout ça qu'on apprend aux rappeurs qui déposent leur CD. On leur dit, arrêtez d'être des assistés, d'attendre que ça va se faire tout seul. Non, ça va pas se faire tout seul. Va contacter l'autre, va demander lui en ami, va parler à Anne-Sophie Mattei qui est dans la petite radio, va parler à l'autre. Tu vois, c'est ça qu'on leur dit. On leur dit que tu vas pas avoir le gros truc tout de suite. Tu seras pas disque d'or, cousin. Tu seras pas PNL. Laisse tomber. Le rap, c'est pas ça. Le rap, tu sais, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de vivre là. T'as vu? C'est nous le rap. C'est pas eux. C'est nous. Eux, c'est rap business. Nous, c'est rap le vrai. Je vois très bien ce que tu dis. Et c'est ça que parfois, quand je prends le temps et tout d'expliquer, parce que ça même, on me l'a expliqué. Le rap game, c'est comme si tu touches à l'auto. Tu sais, c'est un coup de baguette magique, boum, 28 millions de trucs, et ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce loto? C'est 1 sur 50 000, c'est aussi ça le problème. Aussi. Mais après, le rap normal, tout machin, tous les jours, c'est un truc, tu peux faire ton truc, bien tu sûr. ne seras pas un loto. Mais tu peux vivre, tu peux en vivre, tranquille. Pour finir, même, je discutais avec des membres de la section d'assaut, ils me disaient qu'ils vous avaient beaucoup écouté et que vous les avez beaucoup influencés. Et tu vois, ils nous ont pas assez écouté. Alors. Non, je rigole. Non, mais quand même, il faut partie des gens. Le truc du 75, non, le rap du 75. Non, ils sont venus, tu vois ce que je veux dire. Quand j'étais jeune, ils sont passés nous voir, tout ça. Mais c'est pareil, on les a reçus pareil, tu vois, on les a reçus pareil. Ils venaient nous faire écouter ce qu'ils faisaient. Je les ai connus, c'était avec Fredika qui les produisait de ATK, dès qu'il est décédé, puis et ensuite ils sont parlé avec Dawala. Mais pareil, ils ont fait leur petit parcours, ils ont fait, ils rappaient super bien. Ils ont toujours en plus parler de nous. Vraiment. Moi, je me souviens un jour, et un mec qui m'appelle, il me dit, Moclès c'est tout, il y a ta chanson qui passe sur Skyrock et tout, je me souviens. Et en fait, c'était le Planète Rap de section d'assaut. Je les avais même pas rencontrés. Il passait ma chanson la plus triste, revient parmi nous. Ça fait plaisir, tu vois. On fait pas ce qu'ils font, ils font pas ce qu'on fait. Mais il y a le respect. De ouf.
voilà, même comme le guide Besbar aujourd'hui, c'est des générations, on fait la même chose, ça arrive pour. Mais c'est beau, c'est devenu son nom de famille, Besbar, mon frère. C'est beau quand même. Tu sais, moi je suis content pour tous ces mecs. Après on me dit le rap, moi que ce soit rap game ou rap pas game, tu sais, moi je suis content pour les mecs. On est tous des fils d'ouvriers. Même Guim, son père, ça devait être un mec qui devait travailler, bûcher, Black M ou l'autre, ou Mister You, qui tu veux. On est tous des fils d'ouvriers. Tu sais, on part de situations compliquées, la musique, le sport, tout ça. Ça nous a permis, nous, des gens de banlieue, de quartier, de pouvoir sortir. Tu sais, moi je suis content au départ pour la réussite des gens. On a plus de chances de partir en couille en vrai que de faire ça, que de prendre un stylo. Parce que ça aurait été quoi son avenir s'il n'y a pas ça, ces mecs-là? Ils auraient fait quoi dans la vie? On nous aurait proposé quoi? La vérité. Et tant mieux. C'est clair. Je suis d'accord. On arrive à la fin de cet entretien et ici on laisse jamais nos invités partir sans un cadeau. Donc je vais vous offrir ce cadeau et j'aimerais que vous l'ouvriez et que vous expliquiez à nos auditeurs ce que c'est. Pizza. Pizza, il a dit. Alors. Oh, gilet. Mais il n'y a qu'un trou. Oh putain, c'est chez moi, j'habite là. Là, c'est carrément moi, j'habite au-dessus. On n'a même pas fait exprès, mais c'est magnifique. Ok. Donc, si vous pouvez expliquer ce que c'est. C'est un bazar. Ouais, c'est un bazar et c'était le bazar qu'on apercevait du métro quand tu passes entre La Chapelle et c'est le marché des voleurs, tout ça. Voilà. Celui-là, tu le vois dans le film de Lévi et Goliath avec Michel Boujna. Ils ont fait, c'est une boîte de nuit. Genre, c'est une boîte, là. Et d'ailleurs, ici, moi j'habite là, parce qu'ils ont reconstruit, et donc c'est le 106 boulevard La Chapelle. Venez pas en bas de chez moi, de toute façon vous allez être accueillis par des vendeurs de cigarettes. Donc voilà, j'habite au 106. Et là, je me rappelle, là, il y en a un, il m'a toujours fait rigoler. Parle devant le micro, s'il te plaît. Alors, il y avait un magasin qui est juste collé là. Il toujours m'a fait rigoler, c'est robe de mariage et parabole. C'est pas des robes de mariage en forme de parabole. Quel mélange. C'est beau. Qu'est-ce que vous pensez justement de la gentrification, comment le quartier a changé et tout ça? Vous qui avez vécu l'ancien Barbès, on va dire. Ça fait monter le prix du loyer déjà. Faut penser à ceux qui restent, non? Il y a plusieurs Barbès dans le Barbès, tu vois. T'as le Barbès justement des arrivants du bled, et t'as le Barbès bobo. T'as trois, les Barbès des habitants. Nous, on est des mecs, tu vois. Des historiques. Voilà. Ok. Nous, on est les gens les gardiens du temple de Barbès, tu comprends. Ok. Mais il y a plus Tati. Ça me rend ouf. Ouais. C'est-à-dire que moi, la Secret Boutique, jeune banlieusard, ma mère m'emmenait chez Tati. La première fois que je me retrouve à Barbès, je dois avoir 6 ans. On va racheter Tati un jour. Ouais, il faut. Moi, j'aimerais trop. Si l'emplacement là, si on fait là-bas le temple du rap français. Mais c'est magnifique. Ah là là. Ah ouais, ce serait magnifique ça. Ça serait magnifique. C'est dingue. Ah, elle est top la photo. Ouais. En tout cas, c'est lourd. Ça va là, la Secret Boutique. Voilà, merci super, Driver. Ça fait pour de rien. Et merci. Merci pour cet entretien. Longue vie à la Scred. Ouais. Franchement, continuez ce que vous faites. Merci à toi, Driver. Nous aussi, t'inquiète pas, on t'a suivi aussi depuis les années, depuis le début. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis d'ailleurs, on a plein de potes en commun. Grave. Tu sais, quand nous on sortait, je sais pas, tu te rappelles de Amadou aussi. C'était quoi son groupe? AM. Ouais, c'est mon gars sûr. Je le croise encore. Putain, qu'est-ce qu'il était bon. Éléments, c'était son éléments. Qu'est-ce qu'il était bon, AM. Si. Très, très fort. Là, donc, toutes ces époques. Un de mes premiers concerts que j'avais fait, c'est avec lui, là-bas. Ok. Il y avait Neg Marron, il y avait lui, il y avait un mec, Bilka, Kibla, ouais. Kibla, c'est mon frère. C'est mon frère. Ouais. Avec Scrozy, je me rappelle, on avait fait ça là, chez vous à Sarcelles, Flanade. Scrozy, c'était un ouf. Il quittait les platines, il dansait. Quand il était un peu foncé, tout ça. Des danses, on dirait des incantations. On avait rigolé. C'était l'époque on était tous des collégiens, on a grandi. Tu sais, dans le rap, je dis souvent aux mecs, on n'a pas grandi ensemble, mais on s'est tous vu grandir. Bien sûr. On a tous suivi un peu de loin, de près, à peu près l'autre, il en est où, comment, pourquoi. En tout cas, merci à vous les gars. Merci à Driver. Et voilà. Qui pour moi, avant pour moi, quand j'étais jeune, pour moi c'est un peu le Bismarcky français, tu vois. Ouais, c'était une vraie inspiration pour moi, et de ouf. Ça fait plaisir. À une prochaine les gars, et nous aussi à la prochaine. Allez, ciao les gars. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite
pour ne manquer aucun épisode.